il s'en est allé cette semaine, laissant le Cameroun, laissant les mélomanes dans l'angoisse, mais surtout en larmes. Il s'en est allé à l'âge de 70 ans des suites de maladie. Sur ce plateau, pour évoquer la mémoire de ce grand homme, de ce grand artiste, Serge Pout, qui est grand reporter à la CERTV et chroniqueur culturel. Bonsoir Serge. Bonsoir. Alors, comme je le disais à l'entame de cet échange, Nkoti François s'en est donc allé cette semaine. Que retenez-vous de ce grand homme, de ce grand artiste camerounais? D'abord, le musicien, on doit dire quand même qu'il y a quelque chose de plaisant sur scène de presse. C'est un homme de la scène qui quitte la scène, mais sur lequel on peut dire beaucoup de choses, à propos duquel on peut dire beaucoup de choses. D'abord, le musicien, pourquoi? C'est quelqu'un qui avait plusieurs costumes au niveau de la musique. Il a une carrière personnelle qui est époustouflante, avec des albums qu'il a pu faire sortir, une carrière d'homme de scène, un bulldozer de la scène à la James Brown. C'était un peu... 50 ans de carrière. Oui, mais sur la scène, c'était quelqu'un de costaud, avec pratiquement son costume de scène qui faisait bouger, vibrer la scène. Puis une carrière dans le cadre du Black Steel, une carrière qui s'est nouée bien avant, parce que au début de cette histoire de la musique de Nkoti François, il va recevoir l'ADN de la musique par sa mère, qui était une chanteuse. Il le raconte d'ailleurs dans son ouvrage en disant que dans le ventre de sa mère déjà, tout étant en fœtus, il avait reçu des sons. Donc ça lui a été communiqué par sa maman. Le moment du Davombar, c'est là que le rejoindront donc Émile Kangué, Moué Jean, guitariste, Lobé Yves et Toto Guillaume, ainsi que beaucoup d'artistes comme Jackson Berry. La belle histoire commence par Françoise pour le Black Steel. Il va aller donc 2 concerts en bar et au Mermoz Bar. Ça, c'est un marqueur important de son histoire, au Mermoz Bar à Douala. Mais parce que c'est là-bas que Black Steel va étinceler. C'est là-bas que les choses vont se préparer. C'est là-bas qu'ils vont faire des disques qui vont séduire pratiquement le monde de la musique au Cameroun, en Afrique. Voilà pour ce qui concerne cet artiste multicarte en matière de prestations musicales. Je dois vous dire une chose importante, je l'ai vu moi en 95 quand le Black Steel revenait, qui chantait sans micro. Vous imaginez dans une grande salle, Nkoti François laisse le micro de côté, chante et tout le monde écoute. Donc il avait une voix qui portait au loin et donc beaucoup d'énergie. C'est vraiment un dénicheur de talent. Oui, dénicheur de talent. On se souvient d'ailleurs du concours de la chanson qui va être récupéré par les brasseries après la finale de 94, perdue par Belkatobi, mais il récupère Belkatobi qui lui va perdre au profit de Isnebo. Bien avant, il y avait Josman Bella. Nkoti François va détecter en Belkatobi un chanteur de race. Il va le prendre et le produire en 95. Donc l'histoire musicale de Belkatobi commence par un parrain assez important. Donc c'est un élément important de la production de Nkoti François comme étant un acteur de l'industrie musicale. Et à côté, il y a également l'entrepreneur, entrepreneur culturel certes, mais un opérateur économique, on va le dire aussi, et entrepreneur politique. Oui, alors on commence par entrepreneur culturel. Il est producteur de musique. Dans le même temps, Nkoti François va donc organiser des foires. On connaît Fomaric, mais avant Fomaric, il y a la foire de Sombo. Parce que Nkoti François va sensibiliser contre les accidents de la route. À la foire de Sombo, on est en 91 là, avec à ses côtés Saleh Dione. C'est lui qui amène Saleh Dione à faire la musique. Et puis, il va faire donc le concours de la chanson, qui deviendra une sorte de concert promenade à travers des podiums le 21 juin, récupéré après par les entreprises brassicoles qui vont pratiquement animer la vie de consommation au Cameroun. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire la publicité, mais si on a Music Star aujourd'hui, c'est qu'au commencement, il y a eu Nkoti François. Et puis il y a, bien sûr, Fomaric, le festival qui porte ce nom. C'était une foire musicale, commerciale et tout. À côté, 30 jours, oui, et qui est désormais d'utilité publique, reconnu d'utilité publique. Ça a commencé par 3 jours. C'était en 94 et ça s'est achevé par 30 jours. Le festival ramassait les vagues de la fête de la jeunesse et les manifestations relatives autour de la fête de la femme, la journée internationale de la femme. Nkoti François l'a tellement bien mené qu'il donnait du travail à tous les musiciens. Les stars savaient qu'à date, chaque année, ils ont
animations, des spectacles à donner au niveau de la foire de Nkoti. Et puis bien sûr, l'État a reconnu, ça ce qui est très bonne nouvelle, comme écran noir, le Faux Mari qui est devenu d'ailleurs une manifestation soutenue par l'État, qui sera bientôt soutenue par l'État. C'est un peu l'héritage qu'il laisse là. Sur l'entreprise politique, Nkoti François a eu des réussites. Il a été maire de Bonaléa avec pratiquement sa passion, son sens pratiquement de l'investissement. C'est lui qui sait mobiliser les populations, les rencontre leurs besoins au niveau de la proximité. Et il a eu une réussite tout à fait aisée en tant que maire. Donc c'était quelqu'un de très important à ce niveau-là. Donc pour ce qui concerne l'investissement politique, il n'a pas pu être réélu en 2020 lors du double scrutin municipal et législatif de 2020. Il m'a raconté que c'était juste quelques arrangements, mais il aurait bien pu, malgré la santé qui était un peu chancelante, voilà, à ce niveau. Et quel héritage laisse-t-il? D'abord, sur l'héritage, on a, ça c'est qui est, on va dire, en coup du destin. Nkoti François a 70 ans en 2021, 50 ans de carrière. Il a la belle idée de commettre un ouvrage autobiographique, un livre assez dense comme ça, qui raconte toute son histoire, toute sa vie, toute sa trajectoire. Il y a le livre, et puis il y a un coffret de ses musiques qu'on peut écouter, parce que c'est le son vintage, c'est le son d'avant. Mais, mon Dieu, quel délice que d'écouter Nkoti François. Donc il part en nous laissant vraiment toute l'histoire résumée à travers un livre et des disques. Voilà ce qu'on peut retenir comme héritage au plan physique. Voilà. Mais il y a également un projet éditorial que vous devez finir. Vous avez pris un engagement. Oui, bon, enfin, on devait se voir. Il y a quelques semaines, je suis allé à Douala tourner une émission sur son livre, autour de son livre, et puis je lui ai fait la remarque que je pense qu'il n'aurait pas dû tout mettre, parce qu'il y a une dimension importante, c'est Nkoti l'entrepreneur. Et je crois qu'Nkoti pourrait servir de modèle à la jeunesse et à tous, aux étudiants dans les écoles de commerce, à l'ESSEC, un peu partout, parce que voilà un parcours qui n'était pas évident. Voilà quelqu'un qui s'est arrêté aux portes de la classe 5e, simplement. Il n'a pas fait d'autres études, mais il a fini patron. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est donc un parcours important, et je crois qu'il faut raconter ce parcours. On va se débrouiller à terminer ce travail-là. Et on vous le souhaite. Dans la suite de cette édition de Scène de Presse, nous allons parler de la diaspora camerounaise, une diaspora dont on entend beaucoup parler, ou qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Et voici une lettre que lui a écrit notre grand reporter Joseph-Marc Omba. Le 11 juillet dernier, le président de la République Paul Biya quitte Yaoundé pour un séjour privé en Europe. Un séjour qui intervient 2 ans après son dernier passage dans le vieux continent. 2 années au cours desquelles le président camerounais s'attelle à conduire la barque Cameroun qui vogue à travers les eaux troubles de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, la crise sociopolitique des régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'insécurité dans l'extrême nord du fait de Boko Haram, la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun accueille dès janvier 2019, les chantiers économiques et infrastructurels, les réformes au sein de la CEMAC, etc. 2 ans après, une certaine diaspora estime que Paul Biya n'a pas toujours droit à un moment de répit. Aussi prend-elle sur elle de perturber son séjour, distillant les discours de haine par-ci et par-là, profanant l'image du pays, méprisant ses institutions et les personnes qui les incarnent. Dans les réseaux sociaux et autres plateformes médiatiques, Paul Biya est qualifié de tous les noms d'oiseaux, des qualificatifs très souvent aux antipodes de la réalité. Vraiment incompréhensible pour la majorité des Camerounais qui savent que Paul Biya est un homme de paix et de dialogue. Aussi paradoxal que cela puisse être, Paul Biya y est stigmatisé sous une étiquette autre que celle de l'homme qui a libéralisé le paysage politique camerounais en y introduisant le multipartisme en 1991, en donnant à la liberté de presse un ton inégalé, en dotant le pays d'un système démocratique authentiquement camerounais. Tout cela est aussi incompréhensible quand on sait que ces Camerounais de la diaspora peuvent désormais user de leur droit de vote aux élections présidentielles. Ce n'était pas le cas avant. Mieux informés de la situation au Cameroun, de la nature de son système politique, de la légitimité de son président
et des risques de débordement de la manifestation du 17 juillet 2021, les autorités helvétiques l'ont interdite. Le Cameroun dispose de cadres où peuvent se régler les problèmes entre Camerounais. Au bout du compte, ce pays ne sera transformé en boulevard de la réussite que si toutes les énergies s'associent dans la paix avec une égale conscience des enjeux pour relever les défis qui l'interpellent. Lettre de Joseph Clément à la diaspora camerounaise. Et pour en parler sur ce plateau, Calixte Béala, qui nous fait l'amitié d'être sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Lucrèce. En face de vous, Jean-François Chanon, qui est le directeur de publication du journal Le Messager. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Lucrèce. Merci de m'envoyer. C'est nous qui vous remercions d'être venus. Ce n'est pas souvent qu'on peut vous avoir 2-3 fois de suite comme ça. Merci d'avoir accepté de sacrifier certaines de vos obligations pour venir sur ce plateau de scène de presse 2 ou 3 semaines seulement après votre dernier passage. Merci. Et comme je le disais, donc en face de vous, une écrivaine de haut vol, Calixte Béala, qu'on ne présente plus, on va le dire comme ça. Alors Calixte Béala, vous faites partie de la diaspora camerounaise. Êtes-vous fier d'en faire partie? Écoutez, oui, il y a de quoi être fier, car la diaspora camerounaise est l'une des meilleures du monde. Hein. Ça, on ne le dit jamais assez. En France, quand on veut parler de l'Afrique, on fait le tour, que ce soit des musiciens, des écrivains, des footballeurs, des scientifiques, des professeurs d'université. C'est automatiquement, presque toujours, des Français issus de la diaspora camerounaise. Donc, c'est une diaspora très puissante, très forte, très intellectuelle, brillante. Et ça, je ne permettrai pas qu'on le remette en question. C'est une réalité palpable. Si bien que même en France, quand ils font des émissions contre les Noirs d'Afrique, ils disent en dehors de la communauté camerounaise. Ils nous mettent à part de la diaspora africaine. Hein. Ils disent ce sont des gens mais vraiment brillantissimes, qui sont des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des pharmaciens, des docteurs d'État, même on a des chirurgiens, on a vraiment une classe diasporique extraordinaire, que je dirige d'ailleurs, parce que je les connais, ce sont des gens extrêmement brillants, qui aiment leur pays, mais le pays ne le leur rend pas toujours, mais on en parlera. On en parlera. Alors, vous nous avez dit pourquoi vous êtes fier de cette diaspora, tout au moins ce qui vous rend fier de faire partie de cette diaspora, mais qu'est-ce qui vous hérisse le poil concernant cette diaspora? C'est vrai qu'il y a des maladresses. Il y a des maladresses, il y a des rancœurs aussi de cette diaspora. Il faut aussi dire, il faut à un moment donné aussi que notre pays d'accueil ne fasse pas enfin, notre pays d'origine. Parce que les origines, sont les racines des êtres humains. On peut être parti 100 ans vers l'ailleurs. On prend d'autres nationalités, mais c'est pour la survie. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun, c'est pour la survie. Or, souvent, cette diaspora, quand elle arrive au Cameroun, elle est considérée comme étrangère au Cameroun. On se moque de nous, on nous demande quand est-ce que nous allons rentrer chez nous, on n'est pas bien accueillis, on nous pose la question de double nationalité alors que nos enfants aiment le Cameroun, ils se sentent camerounais. En fait, on a l'impression que le Cameroun veut nous rendre apatrides. Et ça, c'est hyper gênant. Je veux dire que peu importe la nationalité d'un Camerounais à l'étranger, il est avant tout Camerounais. Personne ne pourra changer son ADN, ni ce qu'il est fondamentalement, foncièrement. C'est un Camerounais, qu'il soit de Bolova, de Sa, de Sangbélima, de Bafoussam, peu importe d'où, nous sommes Camerounais. Et je dis à ceux qui sont restés d'arrêter de nous faire du mal. Parce que dans ce qui se passe, il y a aussi ces frustrations-là dont on ne parle pas. Quand quelqu'un de la diaspora vient ici pour investir, il achète un terrain, hein, on le lui arrache. La famille lui fait du mal. On a l'impression de n'avoir aucune protection. Hein? On a l'impression que l'État camerounais nous abandonne dans les griffes de nos compatriotes de rester sur place. Je tiens à signaler ceci. Cette diaspora a peut-être ses défaillances, mais nous sommes là, la plupart d'entre nous envoient de l'argent pour éduquer les enfants au Cameroun, envoient de l'argent pour nourrir les familles, bâtissent des maisons. Et il n'est pas juste que quand nous arrivons, qu'on nous traite aussi mal.
Alors, on va en parler dans la suite de cette édition de Scène de presse. Mais si nous revenons à l'entame de cette édition, on a suivi ce reportage de Joseph Clément Ongba sur cette diaspora qui fait parler d'elle en mal et qui met les autres mal à l'aise. Comment est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce qui peut justifier de tels agissements? Je pense qu'il y a aussi de la provocation, de la haine, parce qu'il y a quand même eu depuis 2 ans, ou 3 ans, quelque chose qui s'est passé dans ce pays qui a provoqué comme une dislocation de la société. On n'est plus dans des États-nations, on est dans des États ethniques. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Moi, jusqu'à présent, aucun Camerounais n'avait jamais fait allusion à mes origines. Depuis 3 ans, on me dit que je suis Betty. On me dit que on m'insulte par rapport à ça, beaucoup. Et c'est très nouveau. C'est depuis les élections de 2018, il y a eu une fragmentation du Cameroun qui pourrait justifier que certains Camerounais de l'extérieur prennent ces mots. C'est de la responsabilité aussi des politiques et de certains intellectuels qui ont développé un discours de haine. Ne nous cachons pas. Peut-être que vous avez suivi, par exemple, le mot chassement très récemment. Moi, je suis ça depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas un discours nouveau. C'est-à-dire qu'on a négligé ce discours depuis plus de 25 ans. Ce type, avec le mot chassement, a commencé avec moi d'ailleurs. La bêtise, d'ailleurs il a même souvent quelquefois écrit dans le Messager, la bêtise qui soutient ses frères du pouvoir alors que je ne connaissais personne et que je m'occupais plutôt de la diaspora noire en France. Il a petit à petit inculqué aux gens cette espèce de haine et les politiques aussi en ont profité, on l'a laissé faire et je vais dire que cette haine profite aux politiques. Autrefois, les Camerounais, surtout en France, on ne savait même pas qui était Bamileke, qui était Bassa, qui était Douala. On était d'abord des frères, on s'accueillait entre nous, on s'entraidait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a laissé faire des haines. Il y a eu peut-être des mauvaises gestions aussi des politiques à l'interne qui pourraient justifier qu'un homme un peu fou, moi je l'appelle le syphilitique, a théorisé certaines notions. Parce qu'il faut dire que de toute haine, le rôle des intellectuels est capital. Par exemple, ce qui s'est passé avec le fascisme et le nazisme, ce n'était pas d'abord les politiques, c'était d'abord les intellectuels qui, depuis 1900, développaient un discours de fascisme et de nationalisme et tout ça. C'est après que les politiques l'ont récupéré. Donc, on a négligé ça. On a dit que non, il était américain. Non! Tu ne pourras pas enlever que cet homme est un Camerounais. D'accord? Il nous fait du mal, c'est vrai. Il lui fallut discuter peut-être avec lui, le ramener à une meilleure réflexion sur l'État-nation, parce que nous avons besoin de créer l'État-nation. On n'a pas besoin de cet État ethnique. Moi, par exemple, je suis un petit morceau de tous les Camerounais, si on se tient à mes gènes. Je suis un peu Bamileke, je suis un peu Eton, je suis un peu du sud-ouest, je suis un peu du nord. Donc vous allez faire quoi de moi? Vous allez me jeter? Je pense que je représente la quête d'essence même du Cameroun. Voilà. Or, je suis la plus agressée de par mes origines. Vous voulez faire quoi? Faire éclater le Cameroun? Donc, il y a eu ce discours de haine qui se sont maintenant mis dans la pratique et a été récupéré par la diaspora de Château-Rouge, j'appelle ça comme ça, qui n'a pas forcément du recul et qui pense que le pouvoir appartient à telle communauté, alors que quand on est au Cameroun, on s'aperçoit que ce pouvoir est géré par une multitude de personnes appartenant à une multitude d'ethnies. Alors justement, est-ce que vous avez l'impression, Jean-François Chanon, pour nous arrêter à ce dont vient de parler Calixte Béat, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de belligérance au sein de la diaspora camerounaise aujourd'hui? C'est des faits, c'est-à-dire que je voulais quand même reparer quelque chose parce que après je vais analyser et je voulais dire si j'étais assez méchant, j'allais dire que Calixte Béat est comme tous nos autres Camerounais, quoi. C'est-à-dire que quand elle dit que le Messager a dit qu'elle est bêtise et tout ça, c'est faux. Peut-être qu'elle a dit l'aura. Peut-être qu'elle a dit l'aura avant de venir. Dans le quartier. Avant vous, il y avait le Messager. J'ai gagné le prix Puce Ndiawe quand même, par rapport au combat que j'ai mené. Et puis on vous a dit que vous êtes une bêtise. Non, parce que vous êtes bêtise. C'est pas vous.
Mais cette espèce de syphilitique l'a écrit. Non, c'est-à-dire que le messager est contre la tribalisation du débat politique au Cameroun. Depuis toujours. J'y suis depuis 30 ans bientôt. Comme reporter, je suis entreprisiste, chef de service, grand reporter, aujourd'hui directeur du Messager, et je suis même étonné d'être le directeur du Messager, parce que certains auraient cru normalement que, comme je ne suis pas bamileke, c'est un journal. Non, c'est faux. C'est-à-dire que sur ce plan-là, quand même, le Messager ne traite pas des problèmes de tribu, ne traite pas des problèmes d'injures personnalisées. On pense Cameroun, on pense autre chose que de s'intéresser aux origines des gens. Mais je réponds à votre question maintenant. Effectivement, le débat politique a été pollué quand même depuis l'élection présidentielle de 2018. C'est-à-dire, on ne sait pas trop bien. Et je suis content de le savoir que le président Kamto lui-même, le président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, si je définis bien l'expression de ce parti, a lui-même dit qu'il était contre cette façon d'attaquer personnellement les gens par rapport à leurs origines de tribu. Alors lorsqu'il se présente devant le Conseil constitutionnel et qu'il a une phrase que j'aime, on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser. Non, on ne peut pas. C'est la politisation qui a été faite, notamment par ces vis-à-vis qui m'a paru. Pourquoi prononce-t-il cette phrase? Pourquoi vous ne le demandez pas? Mais c'est vous qui avez commencé à parler. C'est vous qui avez commencé à parler de lui. Non, justement, je voudrais vous répondre en disant qu'on peut bien se dire devant la Conseil comme ça, je suis de telle famille, de tribu au Cameroun. Pourquoi on aurait honte de le dire? Il avait dit, et s'il y a un concours, moi j'avais suivi ça, j'étais depuis Paris, s'il y a un concours pour devenir boulot, je le passerai. Bon, vous n'avez pas voulu le dire la phrase, moi je l'ai dit. Oui, voilà. J'ai sursauté de ma chaise. Merci, Calice, de redire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est l'interprétation qui a été... Laissez-moi dire juste une chose. Jean-François Chanon. Allez-y donc. Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Ben voilà. Je voulais donc dire que c'est l'interprétation qui a suivi par un homme politique que tout le monde connaît. Qui a dit qu'est-ce que être Boulou, être Bamileke vient faire ici, en ce moment. Mais les gens n'ont retenu que cette entrée en scène du professeur Kamto par rapport à ça. Mais laissons ça. Mais je réponds à votre question pour dire effectivement que au-delà de 2018, de octobre 2018, il y a eu effectivement ce que j'appelais un ensauvagement intellectuel par rapport au débat politique au Cameroun. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes d'une aire géographique, on vous identifie pro-Kamto. Dès lors que vous êtes d'une autre aire géographique que celle de Kamto, on vous identifie immédiatement de RDPC ou bien de Paul Biya. Mais il faut arrêter ça, parce qu'on a trop de problèmes au Cameroun. Et le problème du Cameroun... Est-ce que vous avez le sentiment que la diaspora a joué un rôle ou alors elle a pris fait et cause pour cette guéguerre-là, on va dire ça? La diaspora camerounaise qui est celle de l'étranger. Il faut qu'on revienne à l'étymologie de la diaspora. C'est un thème qui est apparu... je crois que c'est un thème grec, Calice a dit qu'il dit dispersion. Et ça a surtout eu lieu, ça a des origines bibliques par rapport aux Juifs à Israël, qui a été déporté ailleurs, et après, ça a permis aux enfants d'Israël d'aller ailleurs, et maintenant la diaspora, dans sa compréhension, a muté. Elle a muté, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent, pour une raison ou à tort et à raison, je disais encore l'autre jour, dans mon propre journal d'ailleurs, une information qui nous a fait état d'une dame qui avait son commerce ici et qui a tout vendu et qui allait mourir au désert. Je profite de cette occasion pour saluer sa mémoire, quel que soit l'acte qu'elle a promis pour quitter son pays. C'est ça qui fait la diaspora. Des gens qui quittent leur pays pour chercher soit un meilleur ailleurs, pour se dire que bon, ça peut être des problèmes de famille, hein. Tout le monde dans la famille vous rejette, vous dit bah, je m'en vais, je vais ailleurs, je vais me chercher ailleurs. Vous devenez quelqu'un de la diaspora. Mais maintenant, il faut comprendre que l'État du Cameroun a un problème avec sa diaspora. Absolument. C'est-à-dire il faut absolument... Moi, je connais plein de pays que j'aime, qui sont des pays africains. Le Mali.
sur le plan organique, sur le plan des textes, on a créé un ministère des Maliens de l'étranger. Absolument. Au Sénégal, la même chose. En Mauritanie, Pareil. pareil. Même les Français, on organise même des élections pour représenter les Français de l'étranger. Nous devons prendre conscience du fait que, parce que c'est trop facile de penser que la diaspora est mauvaise, parce qu'il y a peut-être, entre guillemets, comme on les appelle ici dans le système, des illuminés qui sont allés à l'hôtel intercontinental demander au président Paul Biya de sortir de sa chambre et de rentrer du Cameroun. On ne chasse pas. Ça fait du buzz, etc. Et tout le monde se fâche au Cameroun qu'il y a quelques individus. Il y a des gens qui sont en colère contre leur propre pays. Si on vous dit qu'on a volé 180 milliards, 186 milliards, que les partenaires au développement nous ont donné pour nous développer, pour soigner une pandémie mondiale, et qu'il n'y a pas la réponse exacte qui peut justifier que tout ce qui a été dit n'est pas bon. La diaspora, puisque nous on n'a pas toujours les moyens, vous savez que pour faire une manifestation au Cameroun, c'est un long processus. Mais si eux qui sont à l'étranger peuvent le faire, on se dit, ah tiens, bon, maintenant ça peut énerver le pouvoir politique dominant et se dire que, ben, écoutez, ces gens-là sont des voyous, etc. Ce n'est pas toujours ça. Il n'y a pas que ce dernier, cet acte dont vous parlez en rapport avec les fonds Covid. Il y a avant ça, il y a eu des casses des ambassades, il y a ces campagnes de dénigrement du Cameroun dans les réseaux sociaux. Tout ça, il y a l'attaque des institutions quand même vous dire. Il y a l'attaque des institutions républicaines, dont le président de la République. Il n'y a pas que ça, ça date de très loin. Est-ce que tout cela quand j'étais étudiant un fondement politique uniquement? Je vais vous répondre rapidement. Oui, allez-y. Je vais vous répondre rapidement. Quand vous avez des étudiants en 90 qui reprochent au président Paul Biya ses promesses d'ouverture démocratique non tenues et qui manifestent et qui disent que non, et que ces enfants sont exclus de toutes les universités du Cameroun et contraints à aller au Burkina Faso et ailleurs, et qui ont réussi dans leur pays d'accueil. Aujourd'hui, vous avez, parmi ces gars, qui sont mes camarades d'antan, qui sont aujourd'hui, il y a un qui est général de l'armée américaine. Il y a deux ou trois qui enseignent dans des grandes universités. Vous n'avez pas encore répondu à ma question, je suis en train de répondre. Allez-y. Donc, quand il y a donc cette situation-là, l'État vous savez, il est difficile pour des citoyens camerounais ou ailleurs, dans le monde en général. Un seul individu ne dirige pas un pays pendant 40 ans. La question que je vous pose, Jean-François, j'essaie de savoir si les casses des ambassades, les campagnes de dénigrement du pays dans les réseaux sociaux, des actes voyous existent dans la diaspora. Ce n'est pas acceptable de casser des ambassades. Je réponds à votre question. Voilà, vous avez répondu à ma question. Ces personnes ont été condamnées. Permettez aussi que Calix Beyala réponde à cette question. Est-ce que je lui ai coupé la parole que je pose? Oui, non, mais effectivement, moi j'étais très en colère par rapport aux casses des ambassades, parce que les ambassades sont les maisons des Camerounais. C'est là où on se réfugie, même ceux qui sont sans papier, quand la police les poursuit, boum, on va se cacher à l'ambassade du Cameroun et on est en sécurité. Hein, c'est notre maison. D'ailleurs, moi je me souviens quand j'étais très jeune, on n'avait pas de bourse aussi. Hein. Il y a eu un moment, on n'avait pas de bourse du tout et j'allais faire le pied de grue chez l'ambassadeur. Et je m'asseyais dans son bureau. Il me disait, ma fille me flattait et je ne bougeais pas. Il me disait, mais ta mère a préparé, va manger. Et voilà, c'est ça aussi, c'est notre maison. Donc, c'est une maison commune. Personne d'entre nous, même par colère, n'a le droit de casser cette maison. On peut manifester. D'accord? Les autres pays manifestent toujours aussi. Mais il y a une façon de le faire qui, chez nous, déborde. C'est-à-dire avec cette espèce de violence, de haine, d'injure aussi. Ce dévoiement de la chose politique dont vous avez parlé se retrouve dans ces manifestations. Si c'était tout simplement qu'ils se mettaient sur une place et protestaient, ça allait. Mais ils affrontent les militaires, les policiers des autres pays, etc., etc. Et c'est là où nous sommes dans un débordement inacceptable. Mais ils ont le droit de manifester dans ces pays. J'ai entendu quelqu'un dire que ça avait été interdit, la manifestation. Je me porte en faux, ça n'avait jamais été interdit, cette manifestation. Ça a été autorisé
encadré. Parce qu'en Europe, vous savez, si je ne suis pas contente parce que mon chat s'est cassé la jambe sur un trottoir, j'ai le droit de manifester, personne ne va me l'interdire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ça ne veut pas dire que les pays d'accueil l'acceptent. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit cela, et qu'on a dit aux manifestants de ne pas poser certains actes délictueux à l'encontre de l'État et même de la personne du chef de l'État. Je veux dire, il a tout à fait le droit d'aller passer quelques jours quelque part sans qu'il ne soit, sans qu'on ne vienne sous sa fenêtre l'insulter. Parce que ce n'est pas seulement les manifestations. C'est-à-dire que les Camerounais ont pris l'habitude de l'injure. C'est-à-dire que toute conversation passe par l'injure, on insulte l'autre en permanence, on le dénigre, c'est pas seulement le chef de l'État. C'est-à-dire qu'on dirait qu'un peuple aujourd'hui... L'habitude de l'invective. C'est pire que ça. De l'insulte même, de rabaisser l'autre. C'est depuis la maison jusqu'au plus haut niveau de l'État, il n'y a plus de respect. Il faudrait peut-être revoir ce qui est de l'ordre de l'éducation de nos citoyens, des rapports que nous devons entretenir les uns avec les autres. On peut ne pas être d'accord sur un sujet, ça n'en fait pas de nous des ennemis. On peut être des partis politiques totalement différents, on n'est pas pour autant des ennemis. Nous restons tous, c'est ce que j'ai dit depuis le départ, dans la maison Cameroun. Et je suis contre tous ceux qui, parce que les autres se comportent mal, les mettent hors de la maison Cameroun. Ils sont de la maison Cameroun. Car dans une maison, il y a des enfants turbulents, il y a des enfants méchants, il y a des enfants intelligents, il y a des enfants brillants. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Alors, et la maison Cameroun ne peut pas être... Alors, Jean-François, permettez que je pose cette question. Vous disiez tantôt que cette diaspora qui casse est assez marginale. Oui, ça, c'est vrai. Mais pourquoi on n'entend pas l'autre qui est majoritaire? Pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi on a l'impression qu'elle est silencieuse? Il faut déjà que le ministère des Relations extérieures fasse de nos représentations diplomatiques des lieux pour tous les Camerounais. Merci. Parce que en réalité, parfois, vous vous rendez compte que l'ambassadeur est le représentant du RDPC dans le pays où il est. C'est-à-dire que du parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est le défenseur de tout ce que... C'est ça qui énerve certains Camerounais qui estiment qu'ils sont très mal accueillis là-bas parce qu'on estime que c'est des dissidents du système, etc. Moi, j'ai vu à Paris, par exemple, où j'ai eu la chance de vivre il y a longtemps, des gens venus, vous venez renouveler votre carte consulaire et vous trouvez un Camerounais très en colère qui vous dit, qui dit carrément à haute voix dans le hall, même ici vous ne changez pas. Oui, c'est vrai. Même si vous ne changez pas, c'est-à-dire que ce genre d'attitude. Et puis parfois vous êtes dans votre petit coin, vous êtes juste venu faire demander un petit service et vous vous rendez compte quand vous sortez de là, vous dites mais enfin, il y a un problème quand même. C'est-à-dire que les lieux de représentation, c'est la maison, comme disait Khalid, de tout le monde, de tous les Camerounais. Mais ne donnons pas l'impression que c'est une officine politique. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des marginaux qui se disent que, attends, si vous nous donnez dans l'impression que nous ne sommes pas chez nous dans cette ambassade, je ne dis pas qu'ils ont raison, on va saccager. Et ce n'est pas bien que des Camerounais qui aiment leur pays en arrivent là. Et moi, je dis toujours que... Mais pour le cas d'espèce, les derniers cas, ce n'était pas à cause du traitement... C'est vous qui justifiez cela. Moi, je dis simplement que peut-être qu'il y a eu un ensemble de mouvements, de frustration qui a peut-être conduit à cela. Ils ont été justifiés, hein. Ils ont été judiciarisés, je voulais dire. En justice, ils ont été condamnés. C'est-à-dire pour montrer bien que la justice, là, du coup, n'avait pas raison. La justice française, tout au moins. Mais pour dire que nous avons le devoir, tous, de faire en sorte que la diaspora camerounaise devienne citoyenne. C'est-à-dire que l'État du Cameroun a le devoir de faire cela. De dialoguer avec ceux qui sont même en colère. Mais il ne faut pas que l'ambassadeur pense que, parce qu'il s'appelle Calibro, il n'est plus camerounais. Quand on commence à chercher pourquoi son nom s'appelle Thiam, Abdoulaye, et pourquoi, et Khalis vient de dire tout à l'heure, elle a plusieurs origines, etc., de plusieurs tribus du Cameroun. Alors, votre avis est partagé par Marie-Roger Biloa, qui est en focus dans cette édition de Scène de Presse et qui est également membre de la diaspora. Nous l'écoutons. La diaspora camerounaise est très attachée au Cameroun. Elle aime son pays. Il ne faut pas
aller sur une fausse piste la concernant. C'est la première chose qu'il faut dire. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on est loin, on a une vision du pays qui est un peu exacerbée. Tout ce qui se passe là-bas, il y a des choses qui ressortent avec beaucoup plus d'acuité, de vigueur que lorsqu'on est sur place et qu'on a une vision globale qui est atténuée par des paramètres divers. C'est propre à tous ceux qui sont loin. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que lorsqu'on est au Cameroun et qu'on regarde tout ça, les saccages d'ambassades, des violences comme ça absolument outrancières, les Camerounais de tous bords, généralement, ils rejettent cette façon de faire. Et il faut que la diaspora virulente et extrémiste le sache, que ça c'est totalement contre-productif. Autant tout le monde réprouve la poignée, ou bien le petit nombre de Camerounais qui recourent à des méthodes extrêmes, autant il faut accepter qu'ils ont le droit d'être critiques. La diaspora camerounaise estime aussi qu'il y a une mise à distance de la part des autorités camerounaises. Par exemple, l'histoire de la double nationalité n'est toujours pas mise en œuvre. Elle éprouve énormément de difficultés à venir investir dans son pays. Les difficultés à venir investir se trouvent dans le fait que ceux qui n'ont pas la nationalité camerounaise sont considérés comme des étrangers, et des étrangers comme tous les étrangers, ce qui n'est pas normal. Et ça se voit aussi au niveau des visas. Vous savez, moi, j'ai du mal, par exemple, à voir ma petite sœur qui est née ici, qui a grandi ici et qui s'est mariée avec un Français, faire des visas pour venir voir sa mère. Il y a beaucoup de limitations quand on n'est pas camerounais, notamment sur l'acquisition de terrain, sur le régime même auquel on est affilié. Considérer le problème de la diaspora comme un ensemble qu'il faut regarder avec les bons côtés qu'elle a, qu'il faut embrasser la diaspora et non pas la tenir à l'écart par des stratégies de méfiance qui ne sont pas propres au Cameroun, il faut le dire. À chaque fois qu'on a eu des ambassadeurs qui ont fait ce pas, ont vu à quel point c'était assez facile de les ramener au bercail. Ils ne demandent pas autre chose, ils attendent, ils veulent sentir j'allais dire cette affection, cet appel et ils veulent être inclus. Si on arrive, on fait comprendre clairement qu'on sait faire des nuances, on sait faire la différence entre ceux qui ont des stratégies, ceux qui sont radicalisés et qui font des choses très contre-productives et tout le reste de la diaspora, c'est-à-dire 99% de la diaspora qui ne demande qu'une chose, c'est à être utile au pays et qui fait déjà tout ce qu'elle peut malgré les limitations. Eh ben, je crois que cette attitude déjà est positive. Calix Beyala, j'imagine que vous êtes d'accord avec Marie-Roger Poulouard. Mais absolument, elle a dit, c'est comme si on s'était concertés tous les trois. Il y a un vrai malaise. Moi, j'étais membre de la commission diaspora. On nous avait promis, par exemple, qu'on aurait eu la double nationalité et rien n'est fait jusqu'à présent. On a l'impression qu'on nous manipule, qu'on joue avec nous, qu'on ne nous aime pas. On a l'impression... Concernant la double nationalité, il faut quand même retenir, faire observer qu'elle a fait l'objet d'un débat national, oui, et qu'elle a été retenue parmi les recommandations du Grand Dialogue national. Oui, mais sauf que rien n'est fait pour l'instant. D'accord? On a du mal à être bien chez nous. On est trop menacé. La diaspora est menacée. Elle est même volée. Quand tous les jours, ils m'en parlent. Ceux qui viennent pour investir, même dans leur propre famille. On compte sur le fait qu'ils vont repartir pour leur arracher leur maison. Il y a pas un organisme qui est là pour protéger la diaspora. Or, il faudrait bien qu'il y ait dans ce pays un ministère ou un secrétariat d'État pour la diaspora, afin que cette diaspora, quand elle est dans le pays,
se sentent protégés même dans ces investissements. Et nos enfants aussi, qui naissent à l'étranger, ils doivent pouvoir avoir accès à leur pièce d'identité parce que vous n'allez pas leur donner un autre pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de créer des apatrides en faisant ce qui est fait. Une fois de plus, nous condamnons tous le mouvement extrémiste qu'on a vu à Genève. Mais par ailleurs, on dit aussi que le gouvernement a des efforts à faire pour que la diaspora soit à l'aise dans son pays et avec la politique gouvernementale. Alors, Calix Péala, la question que je voudrais quand même vous poser, c'est celle de savoir si la diaspora a l'information, toute l'information sur ce qui est fait au Cameroun pour lui accorder un certain nombre de facilités. Je vais vous en donner quelques-unes et vous me direz ce que vous en pensez. Out because of being away. Avant qu'elle ne Non, réponde, Jean-François Chanon, permettez que je pose la question. Je sais quand même que j'ai été parmi la diaspora autrefois. Est-ce qu'on ne peut pas désormais opposer cette stratégie nationale au gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a fait cette stratégie nationale, qui l'a rédigée et qui a inclus la Est-ce que vous savez que la loi fondamentale du Cameroun demande que le président de la République et tous ceux qui sont, article 66, de déclarer leurs biens. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Tout ça, c'est des textes. Quand vous vous opposez à la diaspora, vous opposez cela à la diaspora. C'est ça qui énerve la diaspora. C'est des textes qui valent quand vous dites qu'il y a des textes qui disent que la diaspora va être prise en compte et tout cela, il dit qu'on a la SND 30, parce que quand vous voulez venir à un deuil, vous habitez à Hambourg et vous voulez venir, ou bien vous habitez par exemple, je vous prends un exemple, vous habitez dans la côte est des États-Unis et que vous voulez venir au deuil de votre grand-père ou bien de votre fils qui vit au Cameroun, il vous faut prendre un avion de Los Angeles à Washington DC pour prendre un visa. Et ça, quand tous ces textes dont vous dites là, la diaspora s'énerve parce qu'elle dit que ces textes existent, mais pourquoi on ne peut pas directement monter dans l'avion à Los Angeles et arriver à Yaoundé? Le problème, vous l'avez posé, c'est que la question que moi je pose, c'est celle de savoir si la diaspora camerounaise est au fait de tous ces nouveaux mécanismes dont je parle. La SND 30, mais également le bureau d'information d'encadrement de cette diaspora. Je suis désolé. Vous pouvez produire des textes, c'est au gouvernement en faire la publicité et la mise en application. On a l'impression au Cameroun qu'il y a quelques individualités qui produisent leurs textes, gardent des choses entre elles, et puis c'est tout. Et puis brandissent ça comme ça, que voilà, on a fait ceci. Je vais dire, n'est pas assez vulgarisé. Non seulement c'est pas assez vulgarisé, mais les hommes même choisis ont souvent peur de la compétence de la diaspora. Moi, quelquefois, quand je suis là, j'entends me demander, mais vous rentrez quand? Je dis, pourquoi vous me demandez de rentrer? Je suis aussi chez moi. Pourquoi demander tout à la diaspora? Mais pourquoi on nous chasse presque de notre pays? Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, il y a des hommes dans ce pays qui prennent les gens de la diaspora comme de potentiels adversaires politiques, je ne sais pas, économiques et autres. Ça aussi, ça existe. Donc même s'il y a des textes, ils ne me les montrent pas et ils ne les mettent pas en application. Moi, j'ai vécu une scène, je ne citerai pas cet ambassadeur qui me chassait pratiquement de l'ambassade du Cameroun. Quand j'arrivais, il me chassait pratiquement de l'ambassade du Cameroun. Il ne faut pas oublier que quand ils prennent... Il vaut mieux nous dire. Hein. Non, je ne vous le dirai pas. Et ils vous disent, par exemple, quand un ambassadeur d'une telle région arrive, les autres de cette région disent, maintenant l'ambassade est à nous.
Ça, on l'entend aussi. Ce qui fait que, par exemple, si c'est un ambassadeur Betty, les autres disent, bon, les autres doivent partir. Si c'est un ambassadeur Douala... Ça fait longtemps quand même que les ambassadeurs en France étaient Betty. Hein. Non, mais il y a même eu aussi... Moi, j'ai été chassé. Je suis désolé, je le dis aussi. J'ai été chassé. C'est-à-dire, on ne te le dit pas clairement, ils te le font comprendre. C'est pour abonder dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire, tout ça crée le malaise avec le pays. Comment on appelle ça, la diaspora est sur les nerfs aussi. Elle se dit, mais je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de droits, mes enfants n'ont aucun droit. Finalement, on va saccager. Hein? Alors, il y a les autorités dont vous avez parlé, Calice Béala, il y a les autorités, mais il y a également les familles, il y a également les Camerounais ordinaires. Est-ce qu'il ne faut pas également travailler à ce niveau-là? Oui, parce qu'effectivement, eux aussi, ils ont un rapport étrange avec les gens de la diaspora. Ils ont une relation d'exploitation. C'est-à-dire, une fois qu'ils vous ont pris tous vos biens, hein, vous construisez une maison, après vous venez vous dire que ce n'est pas votre maison, vous envoyez votre argent pour bâtir un champ, après vous dites que ce n'est pas votre champ. Vous savez, la famille même. Hein. Oui, c'est la famille. Justement, je parle de la famille. Et on n'a pas de recours. On est là, on est perdu, on ne sait pas vers qui se tourner. Je dis une fois de plus, ce n'est pas seulement ça qu'il faut créer. Il faut que cette diaspora ait une figure incarnée à travers un ministère qui peut la protéger. Parce qu'on a énormément de problèmes. Mais moi, j'en ai eu plein. Et encore, j'en ai là. Même ma situation ne me protège pas. Je veux dire que ce soit Eto, que ce soit Yannick Noah et tous les autres, ils se sont vus faire du mal ici dans ce pays. Ils ont acheté leur terrain qu'on leur a arraché. Et on trouve ça normal. Il faut arrêter. Nous avons peut-être besoin de plus de protection que le Camerounais qui vit ici. Parce que non seulement nous sommes partis, mais nous sommes partis nous former seuls. On n'a même pas coûté de l'argent à l'État et on ramène beaucoup à l'État. Donc, quand on vient, je vous en prie, essayez d'être gentil avec nous. Alors, comment capitaliser, juste après vous, la question, je la pose à Jean-François Chanon, dans les différentes recherches que nous avons pu faire avant cette émission, on a quand même pu remarquer, on a lu quelque part, par exemple, que les Camerounais de la diaspora en termes de transfert ont envoyé près de 700 milliards au Cameroun dans leurs différentes familles en 2016, 700 milliards de francs CFA, ce qui est énorme, mais petit pour une certaine autre opinion. Mais la question que moi je voudrais vous poser, c'est celle de savoir comment capitaliser cet appui-là, comment réconcilier le Cameroun avec sa diaspora. Pourquoi vous me posez la question? Il faut poser ça à ceux qui dirigent le pays. Parce que j'ai suivi... C'est vous qui êtes sur ce plateau, oui, donc c'est à vous que je pose la question. Je m'excuse pour ma méchanceté. J'ai suivi comment on appelle ça? Blogueuse. Blogueuse. Dire, parce qu'il m'arrive parfois de suivre un peu toutes ces blogueuses, je sais que Calice ne les aime pas beaucoup parfois, dire qu'effectivement, elle était très frustrée de dire que quand on arrive au pays, on nous insulte, que nous sommes des prostituées, que nous sommes ceci, mais remarquez quand même que parmi les gars de la famille de la diaspora, elle appelait ça comme ça, famille de la diaspora camerounaise, notamment en France, en Allemagne et en Suisse et partout, si vous allez de Simalène à la poste centrale, vous vous rendrez bien compte que nous investissons beaucoup d'argent pour construire des maisons modernes. Et effectivement, quand vous vous renseignez, vous vous rendez compte que beaucoup des membres de la diaspora construisent des maisons sérieuses. Et Calice l'a dit tout à l'heure, que peut-être elle n'a pas voulu en dire davantage. Elle a eu mal à faire aussi, je crois, si je ne me trompe pas, avec des problèmes personnels par rapport à des terrains dont elle se revendiquait comme propriétaire et puis après qui lui ont peut-être été arrachés. Ça arrive très souvent, ça. Et par les responsables politiques en plus. Voilà. Donc vous voyez très bien. On a le sentiment qu'on a peur de la diaspora. On a peur, par exemple, des gars de la basse. On se dit qu'ils sont violents, ils sont ceci, ils sont ceci. Parfois, on ne se pose pas la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la mentalité de la basse? Pourquoi? C'est des êtres humains. On peut entrer en dialogue avec eux. Vous n'avez pas le droit d'agresser un chef d'État là où il est. Vous n'avez pas le droit d'être aussi violent. Vous n'êtes pas les seuls Camerounais qui demandent le changement au Cameroun. Ça peut arriver. Je vous ai dit ça au début. Vous n'avez pas voulu que je dise ça. Un seul individu ne peut pas gouverner le Cameroun pendant 40 ans. Ça crée des frustrations, forcément. Forcément. Vous pouvez ne pas être... Non, vous pouvez pas être d'accord avec moi.
Hein? Il n'y a qu'un seul Oui, poste. justement, j'ai dit que bon, ça crée des frustrations forcément qui énervent certains de la diaspora. On dit, mais pourquoi on est sur notre pays que depuis 40 ans, on n'a qu'un seul chef d'État? Mais je vais vous dire ceci. Il faut absolument montrer à l'opinion publique ce que la diaspora camerounaise apporte au Cameroun. Ah oui. Ils ne le font jamais. Hein. Parce que si on ne veut pas le dire publiquement, ça va toujours créer, et ça c'est le thème de notre émission, un mal-être du Cameroun par rapport à sa diaspora. Oui, parce que dans la rue, même moi, hein, qui ai élevé peut-être 100 enfants au Cameroun, qui les a envoyés dans les meilleures écoles, ils te regardent, mais qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Comment ça, qu'est-ce que j'ai Et ça vous crée des problèmes oui, non, mais même personnels. non, même pas seulement personnel. Ça crée un vrai malaise. Ça veut dire qu'ils ne veulent même des gens qui, eux, sont incapables de payer ne serait-ce qu'une fois une scolarité à un enfant inconnu, vous interpellent. Hein, et vous insultent parce que... Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut se dire que cette diaspora, vous avez dit que 700 milliards, pour certains, c'est pas beaucoup. Moi, je vous dis qu'on n'est pas très nombreux. Hein, par rapport aux Maliens en France, par rapport aux Nigérians, qui sont... Je vous prends un exemple. On n'est pas nombreux. Je vous prends attendez, je vous prends un exemple. Permettez vous allez finir votre phrase. Permettez qu'elle finisse. Elle va finir sa phrase. Jean-François, permettez qu'elle finisse, je vous en prie. Oui, allez-y. Ben, regardez C'était pour apporter le à son moment. Vous allez la fois passée, justement, moi je suis désolé, nous sommes la seule diaspora sur laquelle Jeune Afrique a fait une couverture. En disant d'ailleurs qu'ils sont peu nombreux, ces Camerounais. On n'est pas nombreux en France, mais ce sont eux qu'on entend, qui font des choses. Et ça, c'est une fierté. J'étais à la couverture avec Achille Mbembe, Alain Foka, Denise Epotey, on était 4-5. Je vais dire, on n'est pas nombreux, mais quand vous regardez l'efficacité de ce peuple dans le monde même, quand vous allez même aux États-Unis où j'ai été enseigné, vous voyez des Camerounais partout, dans les départements, dans les... ils sont directeurs, ils sont ceci. Vous allez être impressionnés et vous allez dire, nous sommes peu nombreux, mais nous sommes une grande diaspora. Alors, toujours sur les chemins de la réconciliation, on va le dire, entre le Cameroun et sa diaspora, Jean-François Chanon est revenu plusieurs fois sur la question. On ne peut pas avoir un même chef d'État pendant 40 ans. Est-ce que c'est un problème pour la diaspora camerounaise? Oui, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on se moque beaucoup de nous à l'extérieur. Ça, il faut dire que les autres communautés passent leur temps à nous dire « Ah oui, mais vous avez la grande gueule, mais vous êtes incapable de faire quoi que ce soit dans votre pays. » Les Ivoiriens notamment. Pardon, oui. Les Ivoiriens notamment. Oui, les Ivoiriens. Tout le monde, hein, tout le monde nous insulte en fait, vraiment. Même si, bon, moi je n'ai pas de problème avec ça. Moi, mon problème, c'est pas un homme. Moi, mon problème, c'est qu'il faut qu'il se passe des choses bien pour le développement d'un pays. Un président qui est à chaque fois réélu. Il faut le préciser, qui ne s'impose pas au Cameroun. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est que moi tout ce que je veux c'est que l'État évolue, que quand je viens il y ait plus de routes, qu'il y ait plus d'hôpitaux, qu'il y ait plus d'écoles, qu'il y ait un peu le respect de l'urbanisme, parce que pour l'instant on a même l'impression qu'on construit partout et n'importe comment. Tout ça va nuire un jour au pays parce qu'il y a des inondations. Je veux dire que on demande pas le changement systématique du chef, mais par contre ce que les peuples veulent le plus, c'est le changement des hommes qui sont autour du chef. C'est-à-dire le renouvellement, parce que ce n'est pas un président qui travaille, c'est surtout les technocrates autour de lui. Et l'impression que souvent la diaspora a, et ça je le dis clairement, c'est que ce sont les mêmes ministres qui sont là depuis 30-40 ans et ça déplaît beaucoup. Alors, il y a une autre diaspora dont on doit également parler, c'est la diaspora non autochtone, celle qui se prépare par exemple à construire le monument de la mère de l'humanité au Cameroun. C'est également une question qu'il faut adresser comme on adresse celle qui concerne la diaspora autochtone. C'est une bonne idée que de recevoir cette diaspora, parce qu'on aime toujours ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà, merci. On aime toujours ceux qui viennent d'ailleurs. Ils sont mieux traités que nous, ils ont plus d'argent soi-disant. Voilà. Je veux vous dire qu'ils ne remplaceront pas les Camerounais. Je vais vous prendre un exemple tout à fait normal. Moi, j'ai été formé. La question que moi je pose, c'est celle de savoir comment capitaliser. Oui, je vous repose la question, comment capitaliser tous ces apports-là, que ce soit l'apport de la diaspora autochtone, que ce soit l'apport de la diaspora non autochtone. Vous avez la parole. Moi, je refuse pas que d'autres personnes qui soient de la diaspora viennent faire du bien au Cameroun. Mais demandons aux Camerounais qui sortent de la diaspora déjà de voir qu'est-ce qu'ils font pour leur pays
et qu'on les écoute au moins. Je vais vous prendre et qu'est-ce que leur pays peut faire pour eux? Voilà. Il ne faut pas toujours nous demander ce que nous on peut faire. On fait déjà beaucoup. Moi, je suis de la diaspora, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, il faudrait aussi que le pays fasse aussi pour nous, qu'il nous crée des conditions de retour assez agréables, qu'on ne soit pas escroqué à tout bout de champ. On a déjà entendu. On a déjà entendu. Et ne nous mélangez pas avec l'autre diaspora. L'autre diaspora est d'abord américaine. Que vous ne le vouliez pas, ils ne vont jamais devenir mauvais non plus. Calix Béala, on vous a entendu, mais j'aimerais également que Jean-François Chanon finisse, achève son propos sur ce que la diaspora peut vraiment faire pour le développement de notre pays. Beaucoup d'éditeurs qui nous regardent ce soir sont déçus parce qu'on allait s'étriper, Calix et moi, sur d'autres choses, etc. Mais moi, je vais quand même dire que quand on se comprend bien sur des principes intellectuels, on peut s'entendre, même si on n'a pas le même avis, forcément. Bon, surtout. Donc, moi, je vais dire quand même que, je vous prends un exemple. J'ai été formé par les jésuites, et parmi les pères qui m'ont marqué dans ma vie, notamment, c'est le père Angèle Benvin. Donc, un jour, il y a longtemps de cela, on se retrouve au centre Jean 23, qui est encore là, et on voit effectivement que la traduction de la Bible en Ewondo a été réalisée par des Français. Des Français. Il vous a marqué ce genre? C'est-à-dire qu'ils regardent le livre, c'est la tradition en Ewondo, oui. On dit que non, ça a été coordonné par Monseigneur François-Xavier Amara, mais ça a été réécrit par des Français. Donc, il s'est énervé, il dit, mais on est encore colonisé ou quoi? Donc tout ce travail que ceux qui ont, à qui on donne la paternité finale, ben, ça aurait pu être fait par des Camerounais aussi. Mais ça arrive, hein, pour répondre à votre question justement sur la construction de la mer. Moi, je ne veux pas trop m'attarder sur ça parce que si nous étions capables nous-mêmes, y compris la diaspora, dont nous parlons ce soir, ce projet aurait dû être proposé, mais ça n'a pas été proposé. Mais si nous pouvons avoir ce monument à travers une diaspora non autochtone, moi je n'en suis pas forcément opposé. Moi non plus je n'en suis pas opposé, mais je vais dire que je ne veux pas qu'on nous mette absolument au même niveau, d'accord? Parce qu'à tout moment, ils vont vous dire qu'ils sont américains, ils vont partir. Nous, on ne pourra pas dire qu'on n'est pas camerounais. Ça, c'est obligatoire. C'est pour ça que je dis, peu importe nos défaillances, nous sommes et resterons camerounais. Ce qu'on peut vous reprocher, c'est de dire clairement qu'il faut de l'alternance au Cameroun. Non, je voudrais qu'on reste, si vous permettez, avant qu'on ne se sépare. Celle qui revendique cette alternance, je voudrais qu'on reste sur ce que la diaspora... C'est-à-dire qu'on essaie de... Est-ce que vous permettez, Jean-François? Oui, je voudrais qu'on s'arrête quand même une minute sur ce que la diaspora camerounaise peut faire. Parce que lorsqu'on fait comparaison n'est pas raison, je vous le concède, Calix Béala, mais on peut quand même remarquer que en termes de transfert pour l'année 2017, on va le voir en image, le Ghana par exemple est à 2000 milliards alors que le Cameroun est à 185 milliards en termes de quand quand on prend le pourcentage au niveau du PIB, on va se rendre compte que c'est des gens à qui on n'arrive même pas à accorder. Le Ghana a la double nationalité. Le Sénégal a la double nationalité officielle. Le Mali même. Est-ce que je peux finir? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, mais attendez. En fait, on a le dire comme ça. C'est assez caricatural de le dire comme ça. On a que des obligations, on n'a pas de droit. Vous vous rendez compte, Lucrèce? Calix Béala, permettez que je pose ma question, que je fasse remarquer aux téléspectateurs que en termes de pourcentage au niveau du PIB, les Comores sont à 13% du PIB de ces transferts-là, Ghana 7%, Sénégal 8,45% et le Cameroun moins de 1%, c'est-à-dire 0,9%. C'était quand même, ça veut dire qu'il faut faire autant l'État du Cameroun, ça dit que le Cameroun ne fait pas trop, quoi. Autant le gouvernement... La diaspora camerounaise ne fait pas assez, quoi, pour envoyer l'argent au pays. Prêtez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Parce que je comprends pas très bien. Permettez-moi de finir. Je suis pas de la diaspora, je vis au Cameroun. Permettez-moi donc de finir. J'étais en train de dire ceci, Calix Béala. Est-ce qu'on peut se dire, autant le gouvernement doit faire des efforts en termes de mise en œuvre des mécanismes qui faciliteraient ces différents échanges, autant la diaspora peut faire un peu plus pour son pays? Excusez-moi, parce que là, vous avez soi-disant des chiffres officiels. Moi, je sais que beaucoup de gens n'envoient pas forcément l'argent par Western Union. Il y a beaucoup de main à main.
nous sommes en zone francophone. La diaspora camerounaise, quand par exemple je viens, on me donne de l'argent. Ah, Calixte, bon, ben, tu vas aller donner à ma soeur là-bas. Il y a mon cousin qui va t'appeler, qui va... Voilà, il y a beaucoup de ça aussi. Donc, il y a aussi ce chemin, je dirais, pas totalement officiel, par où l'argent passe. Donc, passer son temps à dire que la diaspora camerounaise ne fait pas assez, en attendant... Est-ce qu'elle en fait assez? Vous allez Elle en fait beaucoup. Elle en fait beaucoup. On n'est pas nombreux. Parce que vous passez votre temps à nous comparer. Par exemple, quand vous prenez le cas du Comore. Le Comore, il n'y a rien. Donc, facilement, le PIB peut être facilement relevé par 3 personnes vivant à l'étranger. Le PIB du Cameroun est quand même très élevé. Je pense que nous sommes... Il y a le Sénégal aussi à 8,45%. Oui, non, mais ils sont... Oui, non, mais c'est quand vous faites vos gouvernements, là, est-ce que vous pensez à la diaspora, alors que le Sénégal le fait. Hein? Est-ce que quand on fait le gouvernement au Cameroun ici... Personne ne forme le gouvernement sur ce plateau. Non, mais il a raison. Je veux dire qu'effectivement, on nous exclut de tout et on nous demande beaucoup. Donc, effectivement, la diaspora camerounaise pourrait mieux faire si vous l'encadrez, si vous la rassurez, pas qu'elle ait l'impression d'être à chaque fois volée, parce que c'est le sentiment qu'elle a, même dans sa propre famille, et souvent même elle coupe les ponts. Parfois, quand elle revient, même on leur dit que vous n'avez plus de place ici. Elle coupe le pont. C'est entendu, et nous allons justement, pour sortir de ce sujet, écouter la diaspora établie en Chine par la voix de son président, Jules Noumo. Merci. Il y a lieu de s'interroger sincèrement sur la problématique de la diaspora. Sa trajectoire, son rôle, sa destinée. Nous, Camerounais de la diaspora de Chine, formons un noyau d'une 50aine de personnes détenant des entreprises en Chine et au Cameroun. Au quotidien, notre préoccupation est de valoriser la coopération sino-camerounaise. Aider notre pays à atteindre ses objectifs de développement. Soutenir la jeunesse camerounaise dans sa quête d'emploi en vue de son mieux-être. Nous qui investissons au Cameroun à partir de la diaspora pouvons témoigner de ce que des efforts sont faits au sein du gouvernement afin que nous atteignions nos objectifs d'investissement et que la jeunesse profite des opportunités offertes. Face à ce qui s'est déroulé en Suisse, nous marquons notre indignation sans réserve. Nous en appelons à la responsabilité, à la retenue, à la hauteur de tous ceux qui veulent parler au nom du Cameroun à l'extérieur. La suite du débat sur le plateau de Scène de Presse, nous allons parler des enjeux, des renouvellements des bureaux, des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour en parler, Hervé Emmanuel Com est sur ce plateau. Il est membre titulaire du comité central du RDPC. Bonsoir Hervé Emmanuel Com. Bonsoir. Et en face de vous, Éric Boniface Tuako, qui est le chef de chaîne de la RTS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, Hervé Emmanuel, comme lorsqu'on parle de diaspora, vous vous sentez tout de suite interpellé. Vous avez suivi la première partie de cette émission, tout au moins celle qui portait sur la diaspora camerounaise, et vous vouliez commencer par là en disant un mot. Oui, merci Lucas de me donner la parole. Je pense que Kali, c'est le modèle même de membre de la diaspora. Mais je suis sursauté, j'ai entendu 2 ou 3 choses, je vais leur dire télégraphiquement. Premièrement, rien ne peut justifier le vandalisme
qui est même à la limite du terrorisme d'un groupuscule qui n'est pas représentatif de ce qu'on appelle la diaspora. Et j'ai eu le sentiment qu'aujourd'hui, on a fait un fourre-tout. On appelle diaspora toute personne qui prend une valise et qui prend l'avion ou qui traverse la Méditerranée. C'est faux. Dans l'explication du dictionnaire, n'est-ce pas, aux sciences dictionnaires, diaspora, c'est un peuple dispersé à travers le monde qui garde un lien avec son pays. Cela implique quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont dans un séjour durable et qui sont en cohésion, un lien avec leur pays. Ça veut donc dire que ce ne sont pas tous les aventuriers qui sont même la diaspora. Calice et moi, on y a vécu. Moi, j'ai vécu 38 ans et continue à y vivre. La diaspora, c'est pas ce qu'on a vu. C'est cet amalgame qui est inacceptable. Oui, il faut une politique proactive, dynamique en destination de la diaspora pour renforcer son sentiment d'appartenance, mais on ne peut pas justifier des vandalismes. Autre chose, je vais être télégraphique, je n'accepte pas, même au nom de la liberté d'expression, qu'on dénature la vérité. Vous comprenez? Tous ceux qui ont été dans les actes de vandalisme, de casse de nos ambassades, avaient le loisir d'aller s'inscrire sur les listes électorales et de voter. Paul Biya a eu plus de 70-80% de voix des Camerounais de l'étranger. Quand je l'ai dit, je voudrais répondre à mon excellent jeune frère et ami, Shannon, pour dire que, je n'ai jamais vu un ambassadeur membre du RDPC ni président d'un organe de base. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Et dans un pays, la longueur du mandat d'un président est décidée par le peuple souverain. Sinon, qu'on change la loi qui ne limite pas pour l'instant les mandats. Vous comprenez? Ça ne peut pas être un argument pour justifier le vandalisme, les agressions contre la République et les glissements. Donc, le président va faire 100 ans si c'est la volonté du peuple camerounais. Et je pense que ce sont des arguments qui vont stimuler ceux qui cassent les ambassades. Il faut le condamner d'une façon ferme et définitive. Alors, le président dont vous parlez, le président de la République qui a à chaque fois été élu et qui démocratiquement, oui, et qui est par ailleurs le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui a lancé depuis ce week-end une opération de renouvellement des bureaux des organes, de ces organes de base. Un renouvellement des personnels politiques est donc envisagé par votre parti. Pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant. C'est conformément au statut, le livre jaune, c'est-à-dire la loi fondamentale du RDPC, que le président a pris à déclencher les opérations de renouvellement. Et puis parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous travaillons, nous sommes une organisation politique. Politique, c'est un groupe, un parti politique, c'est un groupe qui prépare les échéances pour conquérir le pouvoir, le conserver et tout ça. Donc, nous sommes dans l'agenda du parti, en même temps qu'il intègre l'agenda global du Cameroun. Bon, ceux qui vont constater qu'on est majoritaire en 2025, on a commencé à travailler en 2021, par exemple. Donc, la convocation de renouvellement des bureaux des organes de base, d'abord, il faut savoir qu'il y a la circulation dans notre mouvement, il y a le renouvellement, il y a des jeunes, des impatients, il y a l'effervescence, mais au sens démocratique et encadré par nos textes de base. Donc nous sommes parfaitement dans notre agenda et ce sont les résultats qui sont souvent justifiés parce qu'effectivement nous respectons. Au bout de ça, il n'est pas exclu d'avoir un congrès. On va revenir sur la question. Alors, vous parlez de renouvellement. Le dernier renouvellement a eu lieu en 2015. Oui. Et Éric Boniface, tu as que vous êtes d'avis, effectivement, que le RDPC a commencé à préparer les élections de 2025. A priori, on peut le croire et le penser, mais elles sont lointaines, il faut le dire. Pour vous. Elles sont lointaines, ces élections de 2025. Et je pense que, même à cette période-là, il y a beaucoup de choses qui, politiquement, pourraient entraîner beaucoup de bouleversements. Donc, mais il faut, pour un parti politique, c'est normal de chercher à essayer de rester cohérent, même si le RDPC ne l'est pas toujours. Tout à l'heure, Hervé Emmanuel a dit que c'est en fonction des textes de base, oui, mais le mandat, c'est 5 ans. Nous sommes en 2021. Le dernier renouvellement a eu lieu, les opérations sont achevées vers fin 2015, donc nous sommes à un an supplémentaire, une année supplémentaire. Et si on va plus loin,
Certes, je sais qu'il y a dans le texte du parti des mécanismes qui permettent de proroger et ainsi de suite, y compris pour vous, puisque vous êtes membre titulaire du comité central depuis le congrès ordinaire de 2011, de septembre, mi-septembre 2011. Donc, mais c'était pour 5 ans. Mais vous y êtes toujours. Il y a un problème quand même de légitimité et même de renouvellement qui se pose à ce niveau-là. On pourrait aller plus loin concernant les 23 membres du bureau politique, même si on sait qu'il y a au moins un ou deux membres qui sont déjà décédés. Un peu plus. Qui sont déjà décédés, qui sont déjà partis. Donc, certes, il y a cette volonté de respecter les textes de base du parti, mais c'est un respect à géométrie variable. Alors, merci de faire cette... Nous avons un problème. Beaucoup de gens qui parlent du RDPC, y compris des experts comme mon contradicteur ou mon débatteur, ne font pas l'effort de connaître le RDPC de l'intérieur. Ça devient finalement, parfois, comme je l'ai entendu, je m'excuse, et ce n'est pas injurieux de ma part, vous confondez la vie d'un parti politique avec la météo. Vous comprenez? Et vous risquez même de faire la confusion à la vie politique d'un parti et la météo. Vous êtes un patron de presse très respecté. Vous n'avez pas connu le Covid-19. Non, c'est une année où vous pouviez tout faire. Il n'y a pas eu le Covid-19. Il n'y a pas eu d'explication officielle. Permettez qu'il termine. En ce sens. Si vous écoutez, le problème que nous avons, c'est que beaucoup ont des démangeaisons RDPC et ne savent pas où se gratter exactement. Vous comprenez? Nous avons eu ce glissement à cause de l'année Covid. Sinon, il y aurait eu. Mais entre-temps, conformément à nos textes de base, et on peut tout reprocher au président Paul Biya, sauf le légalisme et le respect des textes. C'est-à-dire nos dispositions... C'est un républicain. Est-ce que vous pouvez nous dire quand se tiendra le prochain congrès? C'est moi qui pose des questions. Allez-y. On va y arriver, vous savez que moi j'adore cela. À Paris, j'ai mené la vie estudiantine avec pire que vous. Hein. Donc la génération spontanée... C'est un républicain qui est très le respecté. président est un républicain. Plusieurs dispositions internes à notre parti ont été prises pour rendre statutaire cette évolution de la situation. Donc nous ne sommes pas hors statut. Je ne vais pas entrer dans une polémique inutile parce que nous avons mieux à en parler tout à l'heure, mais je peux vous dire que les militants du RDPC ne s'en plaignant pas et s'étant préparés à ce qu'on arrive là, laissez-nous vivre notre vie, sinon venez, on vous invite. C'est une maison ouverte. Alors, on parle également d'enjeux financiers. Le RDPC aurait lancé cette opération-là pour se refaire une santé financière. J'ai lu cela, c'est du n'importe quoi. Non, moi je ne pense pas que ce soit du n'importe quoi. D'abord, si on impose des cautions, mais qui ne sont pas remboursables, par principe, une caution est remboursable, c'est une garantie. Au sens juridique? Oui. D'abord, ça ne s'appelle pas caution. Je parle nous sommes là au niveau politique. Oui, non, mais je dis, la sémantique a une place en politique. Voilà, si vous voulez... Vous savez, nous, on n'est pas réputés pour être bêtes, même si on nous aime pas. Nous pouvons prendre le code électoral pour faire le parallèle. Le code électoral du Cameroun, qui est en vigueur, celui de 2012, parle notamment pour des candidats aux différentes élections de versement d'une caution qui est restituable sous certaines conditions. Si vous faites par exemple 5% pour les municipales, on vous restitue votre caution. Si vous faites 10%, à partir de 10%, on vous restitue votre caution. À la présidentielle, si vous faites 10%, on vous restitue votre caution. Donc, on ne comprend pas pourquoi le RDPC peut imposer des cautions allant de 1000 francs à 100 000 francs par liste de candidatures suivant les échelons au niveau de la base, sans qu'il n'y ait de possibilité de restitution de cette somme dépensée si jamais la liste obtient, ou bien si le parti aurait pu définir les conditions de restitution. Cette possibilité n'est pas prévue. On a l'impression qu'il y a une volonté peut-être pas d'anarquer, mais de se faire une santé financière. Hervé Manuel Kom. Oui, je ne sais pas quel est le statut que vous voulez adopter. Vous êtes commentateur, contradicteur ou bien vous Il est contradicteur. C'est parfait. Je vais adopter donc le statut de contradicteur. Il est très dangereux de commenter une situation dont vous n'avez pas la maîtrise globale parce qu'il faut être à l'intérieur pour comprendre pourquoi est-ce que nous faisons évoluer certaines dispositions. Les renouvellements des bureaux des organes de base que nous vivons là ne sont pas comme les renouvellements qu'il y a eu avant. C'est sur la base d'un constat de notre évolution, de la démographie de nos militants et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une dispersion de candidatures. C'est pour ça qu'on a mis une frontière. D'autre part, moi je suis heureux que vous fassiez le constat que
nous pouvons faire payer notre action politique par nos militants. Moi, je ne fais pas les marchés publics, je ne suis pas fonctionnaire, vous connaissez mon métier. Tout à fait. Et j'ai toujours financé moi-même mes engagements, mes convictions. Le RDPC n'est pas une agence de distribution de privilèges et ce n'est pas non plus une agence de charité, comprenez? Donc ça ne me gêne pas que vous fassiez le constat que nous demandons à nos militants un engagement, y compris qui peut s'affirmer. Par contre, il y a un débat, c'est-à-dire que la barre qui a été mise peut être censitaire, c'est-à-dire limiter les candidatures à ceux qui ont l'argent. Ça, c'est un débat. Et je peux vous dire, je fais partie des hommes libres de mon mouvement. Je vais me faire l'écho que cette disposition peut être mal comprise. Par contre, s'il vous plaît, moi je viens de Douala, refusez tout le vocabulaire, arnaque et tout ça. Respectez-nous comme nous vous respectons. Est-ce que le RDPC va aller jusqu'au bout pour passer à autre chose, si vous permettez? Il est toujours allé jusqu'au bout. Est-ce que le RDPC va aller jusqu'au bout de cette opération de renouvellement? On se souvient qu'en 2015, on s'était arrêté au renouvellement des organes de base. Le bureau politique avait fait le reste, on va le dire comme ça, en prorogeant les mandats des autres instances. Cette fois-ci, jusqu'où votre parti entend-il aller? Écoutez, je ne vais pas entrer dans la météo. Je ne suis pas météorologue ni marabout, mais je peux vous dire que ce sont les besoins internes qui déterminent les orientations que le président national donne à nos activités au quotidien. Nous allons aller jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au Congrès? Ben, pourquoi pas? Est-ce que nous aurions un problème particulier par rapport au Congrès? Nous, on ne fait pas un Congrès dans un call box, dans une cabine téléphonique. Nous faisons un congrès public avec des milliers de militants et tout cela. Donc, pour répondre à cette question, oui, nous allons aller jusqu'au bout. Aux dernières élections, j'ai présidé les renouvellements à Douala 2e. Il y a eu vraiment un renouvellement total. Et là, je suis maintenant à la commission départementale de contrôle en tant que premier vice-président. Nous veillerons, d'abord qu'il y ait des candidats de qualité, qu'il y ait un rajeunissement. Nous n'allons pas permettre que, par exemple, quelques amis de mon contradicteur qui ont 45 ans demeurent président de Logis ou au bureau Logis. Donc, nous allons, n'est-ce pas, examiner la machine RDPC et la mettre en ordre de bataille, de combat et rester permanent parce que c'est l'environnement politique qui est en train d'évoluer. D'autres ne voient pas. Mais nous, on voit cela. C'est de la clairvoyance. Donc, vous voulez savoir si on va aller jusqu'au renouveler le bureau politique? Ce sont les dispositions de nos statuts qui donnent ce pouvoir au président. Justement, à notre président national. Voilà, je voudrais quand même faire observer aux téléspectateurs que Emmanuel Com ne peut pas dire aujourd'hui s'il y aura un congrès demain ou bien... Je ne suis pas en capacité de le dire parce que les statuts ne me donnent pas ce pouvoir. Maintenant, si vous voulez savoir mes intentions, parce que nous avons l'obligation de vérité, oui, je souhaite qu'au terme de ces renouvellements, qu'on aille au congrès. Voilà, c'est ce que vous êtes satisfait. Voilà, sur ce congrès, Éric Boniface Tchouak, il y a derrière, selon vous, la modification de certains... Il pourrait y avoir derrière ce congrès la modification de certains textes du parti? Je ne dis pas forcément qu'il y aurait forcément des modifications des textes, mais tel que le parti fonctionne aujourd'hui, il faut qu'il y ait un certain nombre d'ajustements qu'il faille faire. Je crois que chaque fois qu'il y a eu congrès ordinaire du RDPC... Lesquels, par exemple? On peut, par exemple, faire en sorte que le président national ne soit plus forcément le tout-puissant qu'il est aujourd'hui. Le tout-puissant ou le chef de l'État? Non, vérifiez parce que... Nous parlons du RDPC, nous ne parlons pas... est inutilement agressif. Non, nous parlons du RDPC, nous ne parlons pas du chef de l'État. C'est la même personne. C'est la même personne, mais ça peut aussi ne pas être la même personne. Ça dépend de sa volonté. Il n'y a pas une disposition au Cameroun qui fait que le président du parti RDPC soit automatiquement le chef de l'État du Cameroun. Il peut très bien quitter la tête du parti et demeurer chef de l'État. C'est possible. C'est une possibilité. Quand vous avez fini... Ça peut donc... On peut, au terme, à l'intérieur du parti, revoir des dispositions qui semblent moins démocratiques, comme la possibilité offerte au président national de désigner des membres au comité central. Vous savez, il y a des membres élus et des membres nommés, c'est-à-dire désignés par le président national. J'en suis un. Et je pense que, d'un point de vue démocratique, lorsqu'on se retrouve, celui qui est désigné a, pour moi, moins de légitimité que celui qui a été élu parce qu'il est là par la volonté
d'une personne et non pas la volonté d'une certaine base. Parce que la logique voudrait que, après ces élections-là, à la base, que l'on puisse renouveler le comité central, le bureau politique, les bureaux nationaux de l'OJ, OF. Tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes qui ont plus de 45 ans, mais il n'y aura pas de cohérence. Si on peut, au niveau, si à la base, on les bloque, alors qu'au sommet, le bureau national qui est là, beaucoup ont dépassé largement cet âge. Vous avez fini le commentaire. Bon, d'abord, les congrès du RDPC ne sont pas des sciences de magie. Vous comprenez? Prenez, s'il vous plaît, la peine de lire nos statuts. Moi, je les ai lus. Non, vous ne les avez pas lus. Vous avez, je n'aime pas utiliser le mot parce que je suis respectueux de votre parcours, mais vous avez une ignorance en la matière. Le congrès est appelé avec un ordre du jour, sauf un congrès extraordinaire qui ne peut avoir qu'un point bloqué à l'ordre du jour. Et notre président national, garant de nos textes, prépare un congrès. Un congrès n'est pas hasard. Au dernier congrès, je faisais partie, sans être membre du comité central, de groupes d'experts qui ont travaillé des mois avant que le congrès se tienne. Nous ne travaillons pas au hasard. Ce n'est pas une cour de récréation. Vous comprenez? Deuxième chose que je voudrais vous informer. Laissez aux militants du RDPC, qui est une association comme toutes les autres, ce n'est pas parce qu'elle est au pouvoir, d'avoir sa vie interne. On n'est pas dans un débat de l'Africa Foot ici. Vous comprenez? La vie interne du RDPC... Encore faudrait-il être membre de l'Africa Foot? Oui, encore, j'en sais quelque chose. La vie interne du RDPC est fondée sur les statuts, le livre jaune du RDPC. S'il y a quelque chose qui doit évoluer, c'est le RDPC qui est mettre son dessin. Dernier point, parce que je peux en oublier d'autres. Vous faites un commentaire tellement long, mais c'est bien, n'est-ce pas, pour éclairer les autres. Écoutez, je ne vais pas entrer dans la léthargie ou vous faire un chapelet des partis politiques modernes dans l'histoire qui ont fonctionné avec un président qui était en même temps à la tête de ce parti. Le dernier pays que vous connaissez autant que moi, Jacques Chirac, demeurait président de la France en étant le président du RPR. Mais ce n'est pas notre modèle. Mais après, il a dû passer la main. Permettez qu'il aille jusqu'au bout de son propos. Allez-y, Hervé Manuel, le modèle que nous avons, vous comprenez? Nous discutons des points à temps opportuns. Comme l'objectif que le président a assigné à cette opération de renouvellement qui peut déboucher sur un congrès et les conséquences, c'est l'objectif en résumé. Nous rentrons dans un processus de modernisation et d'adaptation de notre organisation politique à l'évolution du temps et du Cameroun. Donc laissez-nous arriver là, ne précipitez rien. Vous croyez que c'est parce que Paul Biya ne sera plus président ou ne serait plus président de RDPC que vous avez gagné une élection contre lui? Donc vous êtes dans ce qu'on appelle le syllogisme, une erreur de raison. Je ne suis pas candidat à une élection. Je ne suis pas. Monsieur, permettez que nous marquions un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parcourir les journaux. C'est dans la revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha. Ça bouge dans les cuisines politiques cette semaine. L'ébullition des agendas se palpe dans Cameroun Tribune de mardi entre convention, mobilisation et remise en question. Le jour a vu l'UPC embrasser le défi de son unité. Le pari est difficile pour la nouvelle expression, mais le congrès du 3 août dernier, à lui seul, est un oui à la reconstruction du parti de Omniobé. The Horizon, quant à lui, rassemble les petits pas du SDF pour restaurer son pouvoir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais le vrai frisson est dans la flamme d'un RDPC en pleine mue. L'action siffle le top départ du renouvellement des organes de base du parti. Il faut choisir de nouveaux responsables capables de défendre les idéaux de la formation politique. Cameroun Tribune rappelle les enjeux d'une remise à neuf qui met le RDPC face à lui-même. Le casting devra inclure plus de jeunes et de femmes pour doper l'aura des 377 sections du parti au Cameroun et à l'étranger. Défis actuels perçoit déjà les tractations d'une vieille garde qui ne veut pas baisser la garde. D'ailleurs, l'Express dévoile les coulisses d'un complot éventré dans l'océan. Dans les colonnes, sections et sous-sections seront donc sous tension jusqu'au 30 septembre. Bonne semaine et à dimanche sur la scène.
À dimanche, Régine Gladys Le Bouddha, on poursuit le débat sur ce plateau de scène de presse. Le RDPC est présenté comme un géant aux pieds d'argile. Monsieur Hervé Manuel, comme j'imagine que c'est une thèse que vous ne partagez pas. Alors, pas du tout. Écoutez, Madame Edo, vous êtes réputée avoir l'autorité dans la communication. Vous conviendrez avec moi qu'une organisation qui tient plus de 30 ans et qui a toujours gagné démocratiquement les élections, dire que cette organisation est fondée sur l'argile, qui par définition devrait être une matière molle, qui ne tiendrait pas une construction de telle importance. Je pense que ceux qui diffusent cette information prennent trop de liberté avec la vérité et sont téméraires. Vous comprenez? Le RDPC, à part l'épisode de 96, je crois, je parle sous le contrôle de mon jeune compatriote, le RDPC a toujours été régulièrement majoritaire. Que ce soit aux législatives, aux municipales, à la présidentielle. L'épisode de 92, pour être précis. Pardon? L'épisode de 92, 1er mars. Je suis sûr que c'est 96, mais c'est pas grave si nous n'avons pas la même datation. Le RDPC était en tête, mais à lui seul ne constituait pas la majorité à l'Assemblée. C'était en 1992, les élections. Alors vous disiez que... Mais vous voyez que, malgré le fait que je suis là depuis la fondation, je peux me tromper d'après vous. Mais à part cet épisode, le RDPC est toujours majoritaire. Bon, comment on évalue la solidité d'une organisation politique? C'est son caractère conquérant et qui gagne les élections dans une démocratie. Il n'y a qu'au Cameroun où vous perdez les élections et vous commencez à organiser une campagne de négation de la vérité démocratique. Nous, on est à l'aise parce que chaque fois que nous sommes adressés au peuple souverain électoralement, il nous a préférés aux autres. Donc, le RDPC est un parti solide, il est fort, mais cette opération, non seulement c'est statutaire, mais c'est pour nous adapter et nous moderniser. Nous n'attendons pas comme certains qui veulent le Saint-Esprit pour gagner le pouvoir. Non, nous y allons par militantisme et avec nos convictions. Alors, Éric Boniface, que vous également, vous pensez que le RDPC est un géant, sauf que c'est un géant qui, de votre point de vue, semble dormir sur ses lauriers. Moi, je crois que en écoutant Hervé Manuel c'est vrai, il est à l'intérieur, mais parfois, lorsqu'on est à l'intérieur, on peut ne pas voir certaines tâches. Celui qui est peut-être à l'extérieur peut facilement voir certaines choses. Je pense que le RDPC, oui, si on dit 30 ans, si le parti tient depuis 30 ans, mais s'il a le même leader depuis 36 ans, on peut douter de la suite si ce leader n'est plus là. C'est très important. On peut de la suite parce qu'il y a un précédent au Cameroun dans l'évolution politique qui est là pour le rappeler. Le RDPC est né sous les cendres de l'UNC. L'UNC, ou bien par changement de nom. Non. Dénomination. Peut-être vous allez peut-être rectifier, mais permettez que... Je ne peux pas vous laisser continuer sur ce point, s'il vous plaît. En 1985, à Bamenda, comment ça se passe? À la même heure. Moi, j'ai été secrétaire de la section de France sous l'UMC et sous le RDPC. Je suis né donc avant vous et j'ai milité avant vous. Laissez que je vous dise une chose. Je vous pose la question. Laissez que je vous dise une chose. Est-ce que le RDPC n'est pas né sous les sangs de l'UMC? S'il vous plaît, le sang voudrait dire qu'on a tué les... Paul Biya est arrivé au pouvoir par la Constitution. C'est une succession constitutionnelle. 2. L'UNC s'est transformé en RDPC, même s'il y a eu un pan pas important, qui s'est transformé en d'autres organisations dont je ne cite pas le nom. Je ne sais pas où vous voyez le sang, et il n'y a jamais eu un procès en captation d'héritage. Non. Quand on parle de cendre, je n'ai pas parlé de sang. Je n'ai pas parlé de cendre. J'ai parlé de cendre. Je ne sais pas si cendre et sang, c'est la même chose. Et puis, vous avez une méthode... C'est moi qui... J'avais la parole, non, me semble. Vous la reprendre. Non, je ne sais pas vous qui me l'avez donné. Je suis du RDPC, que je termine. Oui. Permettez que je puisse expliquer pourquoi. Allez-y en une minute et permettez que Éric Boniface reprenne la parole. Voilà. Il est insupportable que vous ayez pour seule stratégie, ou ce dont vous êtes les haut-parleurs ce soir, la disparition du président Biya. C'est inadmissible, c'est immoral, y compris en politique. La fin ne justifie pas les moyens.
Moi, je suis presbytérien, je n'accepte pas Non, cela. c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est de ça que vous parlez en disant quand il ne sera pas là. Voilà. Est-ce que le RDPC lui survivra? C'est une question qu'on peut bien se poser. Vous faites de la magie, comment vous savez qu'on ne sera pas là? Puisque après, quand vous prenez l'UNC, vous avez été élu à l'UNC, c'est bien. Est-ce que par exemple, tout à fait, est-ce que nous avons aujourd'hui, ça veut dire que le RDPC risque aussi de connaître une transformation? Par exemple, les effigies du président Biya, quand il sera président du RDPC, est-ce que le parti gardera cela? Oui. Je ne suis pas sûr. Ce sont ces œuvres. On ne peut pas. Ce sont les menaces qui pèsent sur ce parti. Je pense qu'il y a déjà ça. Le fait qu'une même personne ait dirigé l'organisation pendant très longtemps, ça peut être un problème. Parce que lorsque vous avez... Est-ce que cela constitue une menace? C'est une organisation sur privée. Le plan de la gestion, même tout simple des organisations politiques et même des États dans le monde, on voit bien que chaque fois qu'il y a eu un leader providentiel, après lui, il y a toujours des petites secousses, même à l'interne. Je suis sûr que le jour que le président Biya ne sera plus là, il y aura beaucoup de personnes peut-être qui ne se reconnaîtront plus aux nouveaux leaders qui vont peut-être quitter le parti. Vous ne pouvez pas nier que le président Biya est le dénominateur commun qui fédère la plupart des militants aujourd'hui. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ils seront toujours là. Nous sommes dans un état de droit et les associations sont libres de désigner leurs dirigeants, y compris l'UPC. Vous voyez de quoi je fais allusion? Tout à fait. Je suis fils du péciste. Je n'accepte pas qu'un gouvernement, dans un état de droit, se mêle de la désignation des dirigeants d'une association dont il n'est pas membre. Je vous réponds à partir de cette base intellectuelle pour vous dire que ça sont des problèmes des militants du RDPC. Maintenant, vous vous trompez sur le plan de l'histoire de la politique. Le Mexique a été dirigé pendant 50 ans par le même parti, le même dirigeant. Le Brésil, laissez-moi vous dire. Ici au Cameroun, beaucoup de gens prennent la parole sur des sujets un peu délicats. Vous comprenez? Ce n'est pas vous qui allez décider des dirigeants du RDPC. Si vous voulez participer à ce débat, à l'intérieur du RDPC, prenez votre carte. Mais à l'extérieur, tout ce que vous faites, c'est de la divination et à la limite, ça devient agaçant. Vous voulez nous distraire, ce n'est pas notre problème. Mais l'analyse... Je ne vois pas la distraction. L'analyse si j'ai bien compris votre analyse... Mettez un de couleur que je comprends. Éric Boniface, si j'ai bien compris votre analyse, c'est que vous dites que des menaces... Il y a des menaces qui pèsent sur le RDPC, mais certaines de ces menaces sont internes. Tout à fait. Elles sont internes. On a parlé de Hervé Mpepani, et il y a même eu dans les années 2010-2011, un courant dit des modernistes, par exemple. Il y a un courant dit des modernistes. Et on sait très bien que si le parti a pu gérer cette crise, ou bien c'était pas vraiment une crise, parce qu'on peut utiliser un terme beaucoup plus doux. Oui, non, disons même une crise. Si le parti a su gérer cela, c'est parce que c'est le président Biya qui est le rassembleur, c'est le grand rassembleur. Maintenant, s'il n'est plus là, il y a forcément d'autres qui n'accepteront pas pour leader le nouveau dirigeant. Et je ne suis pas sûr que le nouveau dirigeant va accepter ou conserver les gadgets et les pagnes du RDPC telles qu'elles aujourd'hui. Et en quoi ça vous gêne les gadgets? Non, je n'ai pas dit que ça va me gêner. C'est une analyse pour le public. Et je ne suis pas le seul à le penser. Même à l'intérieur, il y a des militants qui pensent que ça va être difficile. En vous posant cette question, il ne faut pas que j'oublie ce qu'il vient de dire. Oui, vous n'allez pas oublier. Je voudrais qu'on revienne sur les idéaux du parti. Est-ce que vous pensez que vos camarades et vous-même êtes dans ce parti par attachement au président national ou alors parce que vous croyez aux idéaux de votre parti? Oh, voilà, enfin, une bonne question. Merci. Une bonne question. Merci. Non, je voudrais rassurer Eric, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas interdire à une équipe de football d'aligner tout le temps son meilleur joueur. C'est de la mauvaise foi, c'est la consécration de la mauvaise foi. Nous avons la chance d'avoir Paul Biya. Pourquoi voulez-vous nous découpler à lui? On n'a pas envie d'un meilleur joueur au football qui commence, débute sur le banc. Et pourquoi voulez-vous qu'il ne joue pas ou qu'il ne continue pas à jouer? Parce que vous voulez gagner, enfin, ce que vous devinez, vous voulez gagner, mais ils ne gagneront pas puisqu'il est là. Maintenant, Madame Dimba, là vous posez une question fondamentale. Un mouvement qui ne s'adapte pas prend des, n'est-ce pas, est sclérosé, peut être sclérosé et peut même être dépassé. Nous sommes premiers dans une compétition, il faut faire attention. Donc nous avons des impératifs d'adaptation culturelle et des impératifs d'adaptation même structurelle. Je vous donne un exemple. Oui.
Monsieur le secrétaire général, pardonnez-moi, parce que la discipline voudrait que je le dise au parti, mais nous avons la chance d'être dans une des émissions les plus écoutées. Les grands enjeux du 21e siècle, c'est par exemple l'environnement. On devrait avoir au comité central, au secrétariat général, un secrétaire en charge de ces questions de l'environnement, l'écologie, d'autant plus que le président a participé aux objectifs mondiaux du développement en évoquant cette question. Maintenant, vous dites aussi, il y a des gens qui sont là-dedans. Je vais même utiliser un mot que vous n'utilisez pas parce que vous êtes tellement courtois. Il y en a qui sont là pour des raisons alimentaires. Vous comprenez? Dans une association, non, j'assume cela. Dans une association, même dans une église, je suis ancien d'église. Nous n'avons pas les mêmes raisons d'aller au culte le dimanche. Et certains viennent parce qu'ils ont d'autres stratégies. Vous comprenez? Donc, nous sommes la maison de tous les Camerounais. Kaliss Béala parlait tout à l'heure. Le RDPC est le seul parti national qui prend tous les autres. Vous comprenez? Il peut y avoir des gens qui ont des stratégies personnelles. Il y en a qui pensent que le RDPC est une agence de distribution de privilèges. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un laissez-passer pour commettre des délits, être protégés, mais ils font l'expérience qu'ils ne sont pas protégés. Donc, ce n'est pas parce que cela existe que ça pourrait voiler l'objectif principal de construire une société de moralisation, de rigueur, une démocratie moderne. Et surtout, le président Paul Biya a une phrase, disait le libéralisme communautaire. La beauté d'un tableau, d'une œuvre asiatique, surtout chinoise, c'est la diversité des couleurs qu'il y a sur ce tableau. Donc, je ne veux pas entrer ici en procès contre ceux qui entrent pour des raisons personnelles, mais je voudrais être le plus proche de l'objectif global du développement de tout le monde dans cette aventure qu'on appelle le RDPC. Alors, vous faites bien de parler du livre-programme du président national du RDPC, à savoir pour le libéralisme communautaire, Éric Boniface. Est-ce que vous avez le sentiment que les militants du RDPC en font non seulement un livre de chevet, mais également que ce livre impacte leurs agissements au quotidien? Si je peux être d'accord avec Emmanuel, comme sur tout ce qu'il a dit ce soir, c'est sur ce qu'il vient de dire en termes d'aveu, qu'il y a ceux qui entrent au RDPC pour des raisons alimentaires. Donc, voilà, mais c'est un aveu, heureusement, nous sommes d'accord là. Donc, en réalité, quand vous lisez pour le libéralisme communautaire, c'est quasi parfait. Mais quand vous observez la réalité, on peut se demander si l'auteur s'est entouré, a fait un casting en s'entourant des personnes qui pouvaient l'aider à accomplir cette vision. Et la réponse est malheureusement non. Parce qu'il y a beaucoup d'écarts entre ce qui est proclamé, que ce soit sur le plan de la modernisation des institutions, sur le plan de la satisfaction des besoins des Camerounais, en termes de démocratie libérale et sociale. On peut voir ceux qui nous écoutent, pour la plupart aujourd'hui, vivent dans des conditions économiques extrêmement précaires pour la grande majorité des Camerounais. Donc, quand vous regardez ce qui était proclamé comme vision de départ, et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, et lorsqu'on constate par exemple qu'il y a heureusement qu'il y a eu des personnes interpellées et écrouées pour des affaires de détournement des fonds publics, et qu'il y a probablement d'autres, même s'il faut respecter la présomption d'innocence, qui sont en toute liberté, du fait, par exemple, on parle de Covid-Gate. Là, vous jugez les gens avant qu'ils soient jugés. Je dis, on respecte la présomption d'innocence, je l'ai dit. S'il vous plaît, Donc, si les rapports ont établi qu'il y a eu des malversations, des rapports émanant des institutions judiciaires, je crois que... Les rapports ne sont pas des sentences. Voilà, donc, j'ai dit que je respectais la présomption d'innocence, donc il y a comme une sorte de contradiction entre ce qui est proclamé et ce que l'on voit, malheureusement. Alors, Hervé Emmanuel, je vais vous donner la parole, avec ces multiples majorité, avec les multiples majorités que le RDPC a aujourd'hui. Vous les obèses, vous évitez les mots que les autres 139 sièges à l'Assemblée nationale. Oui. Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit à Jean-François Chanon tout à l'heure. Prêtez-moi de l'argent, ne me prêtez pas les mots. Je vous en prie, parce que vous êtes tellement poli. On a entendu ça, voilà. 139 sièges à l'Assemblée nationale, 63 au Sénat, 376 communes sur 360, des régions également. Qu'est-ce
qu'est-ce que le RDPC fait de toutes ces majorités? Est-ce que le RDPC contribue véritablement, sous la base de ce programme, ce livre-programme du chef d'État, est-ce que le RDPC contribue véritablement à améliorer les conditions de vie du Cameroun? C'est notre objectif. Et si vous ne voulez pas que le RDPC ait cette majorité que certains osent appeler obèse, supprimez les élections. Ce sont les élections qui donnent la majorité au RDPC, madame. Le RDPC ne sort pas comme ça en disant, voilà, nous serons 150, 160. Ce sont les élections. Et dans une démocratie, savoir perdre ou accepter les résultats d'une élection, c'est ça qui fait de quelqu'un un homme de grande envergure en politique. Et je voudrais vous répondre une chose pour vous dire que c'est très difficile d'être avec les non-croyants dans certaines situations. Pourquoi? Parce que vous voulez aller au paradis sans mourir. Vous nous demandez de déclarer que tout le projet du président Paul Biya devait être totalement réalisé. Mais ce projet-là est pour des générations à venir aussi. Vous comprenez? Il est quand même là depuis 40 ans pratiquement. Non, il pourrait même être 1000 ans, on le souhaite. Mais je vous dis... Une bonne partie aurait dû écoutez, monsieur, avant vous, nos ancêtres ont cru à Dieu et ils attendent le retour de Jésus depuis 2021 année. Donc ne nous faites pas le coup, d'accord? Nous sommes des humains et c'est vrai que par certains aspects, certains camarades ont des comportements qui prennent un peu de distance et liberté avec l'objectif que le président nous a assigné. Quand on les découvre, ils subissent des sanctions. C'est vous qui aimez inviter sur vos plateaux de télévision, dans vos radios, tous ceux qui disent du mal du RDPC. Mais pourquoi ils restent à l'intérieur? Le RDPC, ce n'est pas une contrainte par corps. Vous comprenez? Le RDPC, on entre librement, on en sort librement. Ceux qui n'en sont pas heureux, ça en vont. Et je vous dis, c'est le peuple souverain qui sanctionne le meilleur projet. À la dernière élection présidentielle, c'est le projet de Paul Biya qui a été accepté par 72% de Camerounais. Vous allez tourner partout, c'est comme ça. Un autre arrêt, vous allez prendre la parole juste après. Un autre arrêt et un dernier. Cette fois, c'est pour justement écouter les journalistes sur la question que fait le RDPC de ses majorités. Et c'est dans la rubrique Édito, signé Igor Amanda. L'ancienneté, la discipline du parti, l'organisation au niveau du parti, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous ne verrez pas 5 candidats, par exemple, à une élection. Quand le parti a dit c'est un candidat, c'est un et c'est celui-là, on fait avec. Maintenant, de l'autre côté, on a une opposition où parfois, même dans le propre parti, vous avez des partis où on ne sait pas si finalement la parole du président d'un parti d'opposition vaut quelque chose. Parce qu'on voit ces militants faire des déclarations, dire des choses qui vont à l'encontre parfois des idéaux du parti qui sont partagés. Le RDPC, que ce soit sur le plan intellectuel, économique, social et sur tous les autres aspects, a les moyens de sa politique. Le RDPC est littéralement implanté au Cameroun parce que le RDPC est un parti qui bat campagne. Chaque jour, vous allez retrouver les leaders du RDPC sur le terrain tous les jours. Il sensibilise les populations, il pose des actes positifs de développement à l'endroit des populations et des militants. Ce qui fait que lorsqu'il y a élection, ces militants réussissent à renvoyer la balle au RDPC. Vous allez donc constater que lorsqu'il y a élection, on vote plus pour le RDPC que pour les partis qu'on pense être absents, non seulement sur le terrain, également dans la circonscription électorale concernée. La finalité d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir et d'y rester. Donc, le RDPC met tout de son côté pour continuer à contrôler le pouvoir. Et c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Donc maintenant, c'est ça même qui explique que le RDPC soit majoritaire dans les différentes institutions du pays, comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat et les communes. Éric Boniface, oui. Oui, je ne pouvais pas partir d'ici sans dire un mot sur la question électorale. On a beaucoup entendu que le RDPC tient sa majorité haute sur la base des élections.
Oui, mais dans quelles conditions? Je crois quand même que si la plupart, y compris un allié comme l'UNDP, réclament une révision consensuelle du système électoral, cela signifie que ce sont des élections qui se déroulent avec beaucoup d'éléments qui rendent cette élection, du moins, qui relativisent le caractère démocratique de ces élections. Et on peut l'observer parce que c'est une particularité curieuse, une curiosité planétaire. Vous verrez que les scores électoraux du RDPC sont inversement proportionnels au niveau de vie des Camerounais. Ben, écoutez, je suis en train d'apprendre une leçon à mon âge de sciences politiques. Si même notre partenaire que vous venez de citer un exemple n'est pas à l'aise, comment vous expliquez qu'il dirige une région? Comment vous expliquez qu'il est siège parlementaire? Et tous les gens qui se réunissent tous les jours à Odia pour changer la loi électorale, plusieurs ont été élus avec cette loi. Ce n'est pas la loi électorale qui donne la majorité dans un pays démocratique, c'est la volonté du peuple. Mais convenons que s'il y a un problème, on peut discuter de tout. Même les évangiles sont critiquables. Donc on ne va pas engager un débat là-dessus, mais je dis simplement qu'il faut faire attention parce que c'est devenu du populisme, de la démagogie, et dire que la réforme de la loi électorale va élire même celui qui n'est pas éligible. Non, il faut faire très attention. Les Camerounais sont très intelligents et s'il vous plaît, arrêtez. C'est entendu, on va mettre pas un terme à cette édition. On va retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Merci Daniel d'être là. Merci Lucrèce de ne pas m'oublier. Les unes du lundi, on va démarrer avec Cameroun Tribune, tirage au sort de la CAN. Le compte à rebours à moins de 10 jours de la cérémonie officielle, c'est déjà le branle-bas dans les états-majors de l'organisation, avec notamment le processus d'accréditation qui est avancé. Occasion pour Cameroun Tribune de lancer sa série de pages spéciales. Premier zoom, les têtes de série de la compétition. C'est à lire en page 31. And Sports, Infrastructure, Olembe Awaits. Homologation, défi actuel, FECAFOOT, torchon brûle entre le président et le secrétaire général. Le président Seydou Mbobonjoya reproche au secrétaire général Benjamin Didier Banlok de ne plus le soutenir dans son projet de réélection. Un secrétaire général par intérim a pris fonction. Port autonome de Douala, la RTC accueille ses premiers équipements neufs. Camer Presse, nouveaux équipements à la RTC 16 ans après. Le navire qui transporte 2 grues mobiles de quai neuve a accosté ce dimanche au port de Douala pour une réception officielle ce lundi. Coût des nouvelles acquisitions, plus de 6 milliards de francs CFA. La Voix du Centre sur le même sujet, la RTC à l'ère du neuf. Les premiers équipements sont là. Tout au long des 15 années de la concession, le terminal à conteneurs du port autonome de Douala, Bonabéry, a souffert d'un manque d'investissement pour le hisser aux standards internationaux du secteur. L'économie report, import, export, ces produits qui détériorent la balance commerciale entre 2018 et 2019. Le déficit s'est davantage creusé, alimenté par les carburants et les lubrifiants entreprises. La feuille de route des nouveaux responsables promus au cinéma. Mutation taxe foncière, l'assiette à moitié vide. Pourquoi le fisc rencontre des difficultés dans la collecte de cette niche de recettes du budget de l'État, dépravation des mœurs. Monseigneur Cléde a écrit à la communauté nationale. Éco matin, filière porcine, 300 porcs géniteurs à importer pour booster le cheptel. Dans la foulée, le Minépia a également annoncé une construction imminente d'un abattoir à Yaoundé sous financement de la BAD avec une capacité d'abattage de 200 bêtes par jour. Quotidien Econews, Sonamine, le DG face aux équations difficiles 100 jours après sa nomination comme directeur général de la Société nationale des mines. Serge Hervé Boyogeno s'est rendu dans les zones minières pour assurer le personnel de l'ex-CAPA, mais prendre le pouls de la tâche. Quotidien Éco-Santé, Église catholique, les évêques se vaccinent contre le Covid-19 après Monseigneur Andrew Nkea, archevêque de Bamenda, Monseigneur Bruno Ateba, évêque de Maroua Mokolo, Monseigneur Joseph Marindi Okala, évêque de Mbalmayo, et Monseigneur Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé, viennent de recevoir leur dose de vaccin. Ladies News, employés de maison, l'invisible calvaire des femmes, le quotidien des femmes qui quittent leur domicile pour aller travailler comme ménagères dans l'espoir d'avoir une rémunération leur permettant
de se prendre en charge et d'aider leur famille est loin d'être un fleuve tranquille pour beaucoup d'entre elles. Le quotidien parle de l'actualité de ce lundi 9 août, développement local, les populations autochtones comptent. On rappelle que demain va se commémorer la 27e édition dédiée à la Journée internationale de ces peuples autochtones, CEMAC, vers un territoire universitaire unique. Et pour sortir CEMAC encore, cette fois, le FMI hante les ministres de l'UEAC. Médecins sans frontières au Cameroun, les derniers jours d'un condamné. Voilà pour l'essentiel des unes, pour dire le moins florissante, que nous avons reçues ce dimanche. La suite dans les kiosques du CRES. Merci Daniel Menanga et merci à tous les directeurs de publication qui nous font confiance. Merci messieurs d'être venus. Merci particulièrement à vous Hervé Manuel comme d'avoir fait le déplacement de Douala. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.